Le respect. Tout le monde le souhaite, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas pour autant que nous recevons toujours cette juste dose de respect adaptée à ce que nous pensons mériter. Et si je te disais qu'il existe des astuces faciles à mettre en œuvre dans la vie quotidienne pour être plus respecté? Nous allons observer ensemble quelques classiques du langage corporel qui renvoient automatiquement une image de confiance en soi. Et qui sait, peut-être que tu termineras cette vidéo en te sentant dans la peau d'une reine ou d'un roi, avec le comportement qui va avec. Pour être respecté, il faut certes maîtriser certains talents de communicant. Mais si tu crois que la communication ne commence qu'une fois que tu as ouvert la bouche, tu te trompes. Vanessa Van Edwards, experte en psychologie de la personnalité, affirme que jusqu'à 70% de notre communication se fait de manière non verbale. Cela signifie que les gens réagissent spontanément à notre langage corporel. Essaie de faire une brève analyse des signaux non verbaux que tu émets au quotidien. Par exemple, tu es venu à une fête où tu ne connais presque personne. Est-ce que tu vas entrer dans la pièce en te faisant tout petit ou est-ce que tu vas y aller la tête haute, fier de toi et confiant? La façon dont nous contrôlons notre langage corporel est la première chose qui déterminera si les gens nous respectent ou non. Sans vouloir être simpliste, c'est une réalité indiscutable. Mais tout cela se passe à un niveau inconscient. Il faut environ 7 secondes pour que quelqu'un ait une première impression de nous. C'est pourquoi la façon dont on marche, dont on parle et dont on se présente a une grande importance. S'il existait un manuel sur la manière d'être respecté, le contact visuel figurerait en tête des chapitres. Tu as probablement déjà entendu dire que le contact visuel est indispensable dans n'importe quelle situation, n'est-ce pas? Les gens qui ne peuvent pas regarder une autre personne dans les yeux au cours d'une conversation sont considérés comme peu sur deux, voire faibles. C'est vrai, mais c'est aussi très désagréable de parler à quelqu'un et que cette personne n'arrête pas de fixer notre visage, n'est-ce pas? Des études ont en effet montré que le fait de maintenir en permanence un contact visuel à 100% avec une personne est la chose la plus anormale que l'on puisse faire. En réalité, personne ne fixe le regard d'une autre personne sans détourner naturellement les yeux pendant 1 ou 2 secondes pour réfléchir à la conversation. Sache que le pourcentage de contact visuel acceptable et considéré comme bénéfique est de l'ordre de 50 à 70%. Par conséquent, si ton objectif principal est d'être traité avec plus de respect, tu dois être capable d'évaluer la situation dans laquelle tu te trouves. Supposons que tu sois en train de te disputer. Le fait de maintenir un contact visuel direct peut montrer que tu es fermement fixé sur ton point de vue et que tu n'as pas l'intention de faire marche arrière. Mais si ton intention est de rétablir l'harmonie dans un litige, tu peux tout à fait détourner le regard de temps en temps. En baissant les yeux, on indique que l'on ne veut plus se battre et que l'on préfère résoudre le conflit de manière plus diplomatique. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, parlons des mouvements des mains. La règle d'or est la suivante. Tu dois t'adapter à la taille de ton auditoire. Pour attirer l'attention d'une foule nombreuse, il faut augmenter l'ampleur de ces mouvements. Par exemple, ouvrir grand les bras pendant que tu racontes une histoire ou tout autre comportement qui te fera paraître plus imposant que tu ne l'es en réalité. Autre conseil, ne cache jamais tes mains. Si tu les dissimules, tu perdras des points de respect aux yeux de ton interlocuteur. Garde à l'esprit que lorsque tu caches tes mains, tu envoies le signal que tu ne dis pas toute la vérité aux autres. Cela peut donc donner l'impression que tu n'es pas digne de confiance. Évite donc de mettre tes mains dans les poches, même si tu n'es pas du tout à l'aise. Ah, et surtout, ne t'agrippe pas à ta chaise, car cela envoie un message d'anxiété et d'angoisse à ton entourage. Autre point important, ne te précipite pas, jamais pour rien. Tes mouvements doivent toujours indiquer que tu es décontracté. Ne sois donc jamais pressé ni intimidé. Cela contribue à transmettre un sentiment de puissance. Il faut montrer que tu es maître de la plupart des situations de ton existence. Oui, je sais, les introvertis vont avaler de travers en entendant cela. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi pensé à vous. Même si parler à une large assemblée peut vous rendre nerveux, l'important est de vous réapproprier votre image. Il se peut que tu sois le plus discret de la salle, mais les gens te remarquent quand même. Alors, assume ton style et réfléchis bien aux couleurs que tu choisiras de porter et aux accessoires. Tout ce que tu montres de toi compte. Considère cela comme ton image de marque personnelle. Et surtout, n'aie pas peur d'être authentique. Plus tu seras sincère, plus tu auras de chances d'être respecté par le simple fait d'être toi-même. À Hollywood, il existe de nombreux exemples d'acteurs timides, mais aussi extrêmement charismatiques et attachants. Prenons l'exemple de Tom Holland.
Tom est l'acteur de la nouvelle franchise Spider-Man. Il peut jouer les durs et les courageux à l'écran, mais en coulisses, il est plutôt introverti. Les psychologues qui analysent les interviews de Tom Holland affirment qu'il a une astuce dont nous devrions tous nous inspirer. Il parvient à transformer sa timidité et sa nervosité en confiance. Et il y parvient grâce à des astuces simples que nous allons t'expliquer ici. Lorsque nous sommes sous pression, nous avons tous du mal à cacher notre malaise. Notre corps se courbe automatiquement et les gens voient sur notre visage que nous ne sommes tout simplement pas tranquilles. Nous sommes plus susceptibles de dire quelque chose de complètement incohérent. Assister à ce genre de situation est inconfortable pour tout le monde, les personnes concernées et les témoins de la situation. Qu'il s'agisse d'entretiens d'embauche ou de talk-show, le public ne réagira pas très positivement à ce malaise. Mais il y a une manière de s'en sortir. La prochaine fois que tu diras quelque chose que tu ne voulais pas dire ou que tu te tromperas en plein milieu d'une phrase, essaie de te moquer de toi-même. C'est une bien meilleure option que de regarder le sol devant soi en rêvant de disparaître. N'oublie pas, tout est question d'attitude. Si tu parviens à montrer que tu es à l'aise, même dans une situation inconfortable, ton auditoire ressentira la même chose. Ah, et n'oublie surtout pas de parler lentement. Parler en mode accéléré ne fera que transmettre un sentiment de nervosité et d'insécurité. Si tu parles lentement, en faisant des pauses, ton public te respectera davantage. Mais ne fais pas non plus des pauses trop longues, ce serait tout simplement bizarre. L'astuce suivante va peut-être te surprendre, mais si tu veux être traité avec respect, montre-toi ouvert, vulnérable et honnête. Oprah Winfrey est l'une des personnalités les plus respectées au monde aujourd'hui. Et si elle nous a enseigné quelque chose au fil des décennies, c'est bien que l'honnêteté compte. Par exemple, le fait d'être le premier à partager des histoires intimes, voire embarrassantes, a un double effet positif. Tout d'abord, les gens te considéreront comme un leader, comme quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des initiatives. Être un meneur ne signifie pas nécessairement dominer la conversation ou voler la vedette. Il s'agit simplement de faire le premier pas, un pas audacieux. Dans ce cas, tu ne seras pas seulement un leader, mais tu seras aussi perçu comme quelqu'un de courageux. Bien joué toi! Au cas où tu ne le saurais pas, le mot courage vient à l'origine du mot français cœur, qui se traduit par le mot anglais heart. Donc littéralement, faire les choses avec courage signifie les faire avec le cœur. Ensuite, lorsque tu te confies avec honnêteté, tu prépares le terrain pour que les autres se sentent suffisamment à l'aise pour également partager leur histoire. C'est beau, non? Maintenant, retiens bien ceci. Essaie toujours de raconter une histoire sous un angle auquel les gens peuvent s'identifier. Nous nous connectons et nous respectons le côté humain des autres. C'est pourquoi l'honnêteté joue un rôle important. Une grande partie de la popularité d'Oprah est liée à sa capacité à créer des liens avec les autres. Elle prépare son plateau pour vraiment interagir avec les personnes qui assistent à son émission et leur parler les yeux dans les yeux. Elle écoute réellement attentivement les autres et leur donne le sentiment d'être entendue et valorisée. Par-dessus tout, Oprah trouve le moyen de s'identifier aux histoires des gens, étant souvent la première à partager des histoires intimes sur elle-même. Je suppose que c'est la raison pour laquelle tellement de gens l'adorent, hein ? En fin de compte, l'important est que tu te sentes à l'aise et en sécurité dans tes relations à autrui. Ces astuces devraient t'aider et surtout, n'oublie jamais de rester toi-même, car cela contribuera grandement à gagner le respect de tous. J'aimerais que tu fasses attention à la distance entre toi et les gens qui t'entourent. Si ton ami s'éloigne quand tu t'approches de lui, ça peut vouloir dire que votre amitié n'est pas réciproque. C'est particulièrement évident lorsqu'on observe des personnes qui parlent en tête-à-tête. Si une personne s'assoit au fond de sa chaise pendant que tu lui parles, c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie ou qu'elle est fatiguée. La politesse freine les gens à couper court à une conversation, même si elle ne leur plaît pas. Si tu remarques ces mouvements chez ton interlocuteur, demande-lui s'il va bien ou s'il a besoin d'une pause. Si quelqu'un t'approche alors même que tu t'es écarté, cela peut signifier que cette personne veut te dominer dans la relation ou te convaincre de quelque chose. L'orientation du corps représente la position de ton interlocuteur par rapport à toi pendant une conversation. C'est révélateur. On peut découvrir qui ou ce qui nous intéresse réellement. En général, on considère que croiser les bras pendant que l'on parle est un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. C'est valable aussi pour les jambes. Si tu veux renvoyer une image de confiance et d'amabilité, essaye de te tenir debout sans croiser les bras ou les jambes.
Croiser les bras en mettant les mains sous les aisselles est un signal négatif. C'est une position que l'on prend en général lorsqu'on est de mauvaise humeur ou en colère. Plus les mains sont hautes, plus les gens vont te percevoir comme énervé. Comme les animaux, les humains ont un comportement dit territorial. Une personne riche et haut placée va avoir tendance à occuper plus de place. Elle va s'asseoir très confortablement dans sa chaise, mettre ses pieds sur la table, ouvrir ses bras et ses jambes, s'étirer en public, etc. Les personnes qui sont à l'aise n'hésitent pas à occuper de l'espace, alors que les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes cherchent toujours à occuper moins de place. Elles rétractent leurs épaules et tiennent leurs mains près du corps. Lorsque les gens tiennent leur boisson ou leur portable à hauteur de leur poitrine, ça peut signifier qu'elles veulent se protéger du monde. Les gens qui tiennent ces objets au niveau de la taille sont généralement des personnes ouvertes et qui se sentent en sécurité. Si les paumes des mains sont tournées vers le haut, cela peut signifier inconsciemment que la personne est en train de suggérer ou de demander quelque chose. Les paumes ouvertes représentent l'honnêteté, la sincérité et la loyauté. Au contraire, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, elles indiquent le mécontentement et l'exigence. Si une personne acquiesce excessivement pendant que tu lui parles, c'est peut-être qu'elle considère le sujet de ton discours ennuyant ou déplaisant. Les gens acquiescent trop souvent lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait dans un moment de stress, comme le premier jour de travail ou lors d'une première rencontre avec quelqu'un de spécial. Si ce geste est accompagné d'un clignement des yeux fréquent, ça peut indiquer que la personne est impressionnée par l'autorité de son interlocuteur et qu'elle veut faire bonne impression. Quand quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton inconscient veut s'assurer que tu sois au top. Il se peut que tu te recoiffes ou que tu remettes les vêtements ou tes accessoires en place. Souvent, les gens ont tendance à prendre des poses plus gracieuses et à chercher des miroirs ou toute autre surface réfléchissante. Certaines personnes vont se tripoter la peau ou se lécher les lèvres. Si tu remarques quelqu'un qui fait tous ces gestes pendant que tu lui parles, ne te fais pas trop d'idées non plus. Tu n'es peut-être pas l'objet de leur affection. Il s'agit peut-être simplement d'une personne perfectionniste qui veut être belle aux yeux des autres. Quand quelqu'un force un sourire, tu remarqueras que les yeux, eux, ne sourient pas. Les sourires forcés ne sont pas communicatifs, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La situation peut se détendre avec une bonne blague. Une mâchoire contractée est un signe d'anxiété. Tu ne le remarques pas forcément, ce n'est pas conscient. Si tu rencontres quelqu'un dont la mâchoire est contractée, c'est peut-être qu'il pense à quelque chose de stressant. Sache qu'il n'existe pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un visage symétrique, c'est probablement un robot. Les émotions fausses se manifestent de manière asymétrique, soit avec un sourcil levé, soit avec un sourire tordu. Quand quelqu'un ressent de fortes émotions mais essaye de rester calme et posé, il se peut qu'il ou elle cligne d'un œil. Rougir est une réaction généralement involontaire et causée par des émotions intenses comme la gêne, la timidité, la culpabilité ou l'amour. Ces déclencheurs émotionnels forcent le corps à produire de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Une personne qui réagit comme ça veut probablement éviter d'attirer l'attention ou elle a peur que ses secrets soient révélés. Une personne réellement concentrée sur une conversation ne bouge pas les mains. Si tu remarques que ton interlocuteur tape son poing sur la table ou sur sa chaise, pendant que tu lui parles, tu n'as probablement pas attiré son attention. Si quelqu'un te dit des mots doux en serrant les poings instinctivement, sache que cette personne est probablement en train d'exagérer ses propos, de mentir ou qu'elle essaie de dissimuler son énervement. Pencher la tête sur le côté est considéré comme un geste de sympathie. Les artères qui apportent l'oxygène au cerveau se situent dans le cou. Les personnes qui se sentent en danger vont instinctivement vouloir protéger ces artères en rentrant la tête dans leurs épaules. Les gens qui penchent la tête sur le côté paraissent plus attirants et dignes de confiance parce que c'est un geste qui transmet de la sympathie. Quand tu arrives à une fête, il se peut que tous les regards soient rivés sur toi. Garde les yeux bien ouverts pour montrer que tu es ouvert aussi. Quand tu souris, entrouvre légèrement la bouche. Si tu souris trop, certaines personnes vont penser que tu souris faussement.
C'est l'heure de saluer tout le monde. Souviens-toi qu'une poignée de main toute molle peut être considérée comme une insulte. La poignée de main est la première impression, elle est importante. Si tu as une poignée de main ferme, les gens vont penser que tu es ouvert et sociable. Les personnes qui ont une bonne poigne ont plus de chances d'obtenir du travail. Et non, personne n'aime toucher des mains froides, donc réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont les gens te serrent la main peut te permettre de déceler leurs intentions. Une poignée à deux mains indique que tu peux faire confiance à ton interlocuteur. Si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule en te serrant la main, c'est probablement qu'il ou elle manque de capacité de communication. Essaye de complimenter tes interlocuteurs. Selon les psychologues, tout ce qu'on dit influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un et que tu lui dis qu'il est beau, il va inconsciemment commencer à t'apprécier. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu te plains du comportement de quelqu'un qui ne serait pas gentil, les gens vont commencer à penser que c'est toi qui n'es pas gentil. Pour fédérer encore plus de personnes autour de toi, essaie d'utiliser la technique du miroir. Il faut simplement copier et reproduire le langage corporel de la personne qui est en face de toi. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. En ce qui concerne le langage corporel, attention à la posture. Ton menton doit être parallèle au sol et les épaules bien en arrière. Quand tu t'assois, croise les jambes, ça aide à avoir une bonne posture. Toucher constamment les gens n'est pas une bonne idée, mais un léger contact peut rassurer tes interlocuteurs sur ton compte. Tu peux leur donner une légère tape sur le dos ou leur toucher le bras, mais rien d'exagéré, entendons-nous bien. Une recherche a montré que les serveurs qui utilisaient cette technique obtenaient des pourboires plus importants. Et une bonne astuce! Pour faire en sorte que quelqu'un t'apprécie encore plus, confie-lui un secret. De préférence quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Ça marche dans l'autre sens aussi, mais ton ami doit être sûr que tu ne craches pas le morceau. La fiabilité est aussi indispensable que la loyauté et l'honnêteté. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse négative, essaye de regarder la personne dans les yeux. Les personnes sentent alors que quelque chose ne va pas et peuvent changer d'avis. Si tu discutes de manière animée avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, parle plus vite. C'est une façon d'empêcher ton interlocuteur de tout saisir et il devra repenser à sa position et changera probablement d'avis. C'est valable dans l'autre sens aussi. Si une personne est d'accord avec toi, parle plus lentement pour lui permettre d'évaluer correctement le message. La lecture du langage corporel permet de déceler les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, il cache quelque chose ou il commence à en avoir marre. Les deux probablement. Quand quelqu'un se touche la bouche, c'est qu'il a peut-être dit quelque chose qu'il ne pensait pas, ou qu'il a un bouton de fièvre. 60 à 80% des 15-25 ans ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui peuvent être assez déstabilisants. C'est à la fois fugace et imprévisible. Les scientifiques ne sont pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, et on ne peut pas le contrôler. Pour mieux comprendre le phénomène, ils ont essayé de créer des souvenirs pour des patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela a provoqué chez eux un effet de déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer en réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Les résultats les ont conduites à penser que le déjà-vu est un processus par lequel ta mémoire te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as. Mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre théorie est qu'il s'agit d'un phénomène de mémoire qui a plus de chances de se produire lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans ta mémoire à long terme au lieu de ta mémoire à court terme. Cela pourrait aussi être le résultat d'une décharge électrique soudaine des neurones dans le cerveau, qui crée de fausses connexions. Un homme a éprouvé une version chronique du déjà-vu et s'est senti comme coincé dans une boucle temporelle pendant 8 ans. Il a même arrêté de regarder la télévision, d'écouter la radio et de lire les journaux, car il avait toujours l'impression d'avoir déjà tout vu. Chaque épisode durait quelques minutes et il avait l'impression de vivre dans un film bizarre. Ses scanners cérébraux semblaient pourtant normaux. Il devait donc s'agir d'un problème psychologique. Entre 40 et 60% des gens font l'expérience inverse du déjà-vu. C'est le sentiment que tu éprouves lorsque tu ne reconnais pas un décor bien connu, comme la maison dans laquelle tu as grandi ou une personne. Un mot que tu as connu toute ta vie peut aussi te sembler soudainement étrange, et même ton propre visage dans le miroir.
Si ton cousin prétend être un expert en géographie, puis soutient que Paris est la capitale de l'Italie lors d'une fête de famille, il est probablement sous le coup de l'effet Dunning-Kruger. Les personnes incompétentes dans un domaine ne sont pas capables d'évaluer leur niveau de compétence. Elles refusent de reconnaître leurs propres erreurs et l'expertise des autres. Cela se produit parce que tu as besoin des mêmes connaissances et compétences pour être bon dans un domaine que pour reconnaître que tu ne l'es pas. Même un faible niveau de connaissance peut parfois te faire croire que tu es un expert dans un domaine. Plus on étudie le sujet, plus on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. C'est pourquoi les personnes qui en savent beaucoup sur un sujet sous-estiment souvent leurs compétences et doutent de ce qu'elles savent. En cas de doute, demande l'avis d'autres personnes en qui tu as confiance. Les horoscopes et les tests de personnalité donnent souvent l'impression d'avoir des résultats très personnalisés en raison de l'effet Barnum. Ton cerveau comble les lacunes des affirmations vagues et générales qui pourraient être vraies pour n'importe qui et te force à les associer à ta propre vie. Cela fonctionne particulièrement bien avec les déclarations positives, car ton cerveau traite généralement les déclarations négatives avec plus de scepticisme. Les sites web et les applications de divertissement utilisent désormais cet effet pour te vendre des produits soi-disant personnalisés. Si tu as un épi dans les cheveux ou une tache sur ta chemise blanche, tu es persuadé que tout le monde te regarde à cause de l'effet de projecteur. Lorsque tu te concentres sur un détail, ton cerveau te fait croire que tout le monde est également concentré dessus. Tu es naturellement le centre de ton propre univers et tu vois le monde à travers tes expériences et ta propre perspective. Les autres font de même, alors ne t'inquiète pas de cette tâche. Lorsque tu manges au restaurant avant un entretien d'embauche important, tu peux avoir l'impression que tout le monde dans la salle sait exactement à quel point tu es nerveux à ce moment-là. Cet effet s'appelle l'illusion de transparence. Il est causé par les mêmes raisons que l'effet de projecteur. Une bonne façon de le surmonter est de se rappeler que les autres n'ont pas un accès total à tes pensées et à tes sentiments, et qu'ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. L'effet halo te pousse à juger les actions de quelqu'un en fonction de la façon dont tu l'apprécies. Si tu trouves quelqu'un attirant, ton cerveau en conclut qu'il est aussi intelligent et sympathique. Lorsqu'une personne est positive et enthousiaste au travail, cela peut souvent éclipser son manque de compétences et faire en sorte que les autres la considèrent comme plus professionnelle qu'elle ne l'est réellement. A l'inverse, si tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qui le concerne, comme sa façon de parler ou de mâcher, te tape sur le système. Au fur et à mesure que les épisodes négatifs liés à cette personne s'accumulent, les connexions neuronales associées dans ton cerveau se renforcent et t'incitent à te concentrer uniquement sur tout ce qu'elle peut faire de travers. Le cerveau déforme même les faits la concernant pour qu'ils correspondent à ton point de vue et t'empêche de remarquer ses côtés positifs. Le biais de confirmation te pousse à trouver la validation de ce que tu crois dans à peu près n'importe quoi. Tu rassembles les informations de manière sélective en ignorant même les faits évidents qui s'opposent à tes idées préconçues. C'est pourquoi, lorsque tu navigues sur Internet, tu as plus de chances de remarquer des liens qui soutiennent ton opinion sur un sujet plutôt que ceux qui la réfutent. C'est un moyen pour ton cerveau de trier et de traiter d'une manière ou d'une autre les quantités illimitées d'informations qui t'entourent. De plus, penser que ton point de vue est exact améliore ton estime de soi. L'effet d'ancrage est une astuce de l'esprit qui te conduit à t'en tenir à la première impression de quelqu'un ou de quelque chose et qui affecte ensuite tes décisions. Si tu vois un cappuccino à 6 € en haut d'un menu d'un café, un americano à 3 € te semble être une bonne affaire. Tu le prends sans penser qu'il est encore trop cher, car le premier prix que tu as vu était bien plus élevé. Pour empêcher l'ancrage de te forcer à prendre de mauvaises décisions, tu dois trouver plus d'informations et peser toutes les options. Lorsqu'une urgence survient et que tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre intervienne pour aider, il s'agit de l'effet spectateur. Plus il y a de passants autour de toi, moins il y a de chances que l'un d'entre eux fasse quelque chose. Cela te fait sentir moins responsable de la situation. À cause de l'influence sociale, tu regardes les autres et tu copies leur comportement qui consiste à ne rien faire. Si tu dis « je suis déçu que tu sois là » au lieu de « je suis content que tu sois là », c'est un lapsus freudien classique. Ce sont de véritables fenêtres sur ton inconscient. Ils se produisent surtout lorsque tu es fatigué ou émotionnellement débordé. Ton cerveau en profite et te pousse à dire ce que tu as le plus peur de dire. Ton cerveau te convaincra toujours que tu as échoué pour des raisons indépendantes de ta volonté. Si tu as eu de mauvais résultats à tes examens, c'est parce que ton chien n'a jamais cessé d'aboyer et t'a empêché de réviser. Si tu as cassé le vase, c'est parce que ton téléphone a sonné et t'a fait peur. Toutes ces excuses inventées sont les tentatives de ton cerveau pour protéger ton estime de toi et surmonter ta peur de l'échec.
Lorsque tu réussis quelque chose, tu crois toujours que c'est le résultat de tes compétences et de tes efforts. Même si c'est par accident, ton cerveau te convaincra que tu le mérites complètement. Le déclinisme est le terme officiel désignant le fait d'idéaliser le passé et de voir le présent et l'avenir sous un jour négatif. Cela te fait croire que les choses sont pires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. La télévision et les médias sont en partie responsables de ce phénomène. Tu vois des tonnes de nouvelles négatives et choquantes, ce qui confirme tes croyances. Le présent est effrayant et l'avenir est incertain. Cela arrive aussi à cause de l'instinct de survie. Pour transmettre leurs gènes, les humains doivent constamment faire attention aux menaces et aux dangers. Si ta nouvelle collègue oublie la clé USB contenant un projet de groupe chez elle, tu vas en conclure qu'elle est irresponsable. Si tu fais la même chose, tu vas te dire que c'est à cause de circonstances malheureuses. Il s'agit là d'une erreur fondamentale d'attribution. Tu expliques les erreurs des autres par leur mauvaise personnalité et les tiennes par des facteurs externes. Ta mémoire ne fonctionne pas comme une caméra qui enregistre chaque moment exactement comme il s'est passé. Elle est beaucoup plus sélective et imprécise. Il est assez facile de déformer les souvenirs de quelqu'un ou même d'en créer de faux. Cela peut être aussi simple que de montrer à quelqu'un une vidéo à laquelle il n'a pas participé tout en lui faisant croire qu'il était là. Tu oublies aussi beaucoup d'informations, des détails inutiles de tous les jours aux choses véritablement importantes. Le cerveau fonctionne comme un filtre qui trie les expériences douloureuses du passé et fait de la place aux nouveaux souvenirs. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution. L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone, ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux. Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte. Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable. En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions. Une poignée de main à 2 mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent.
Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, et c'est la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent. Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Eh oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim ! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret. Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie, tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux. Eh, oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Très bien, revenons à la soirée. Lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse qui ne te satisfait pas, essaie de le regarder dans les yeux. Beaucoup de gens commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis. Non, ça ne marche pas si tu demandes à un inconnu de te filer sa voiture en cadeau. Qu'est-ce qui t'a pris ? Lorsque tu as une discussion houleuse et que ton adversaire n'est pas d'accord avec toi, commence à parler plus vite. Ainsi, il n'aura pas le temps de tout assimiler, il devra réfléchir à nouveau et probablement reconsidérer son opinion. Cela fonctionne dans les deux sens. Si une personne est d'accord avec toi, commence à parler plus lentement pour qu'elle puisse évaluer correctement le message. Encore une fois, parler vite ne te permettra pas d'obtenir gratuitement la voiture d'un parfait inconnu. Non mais c'est quoi cette histoire de voiture ? La façon dont tu demandes de l'aide aux gens est importante si tu veux être sûr d'obtenir ce dont tu as besoin. Les gens aiment se sentir importants, alors si tu dis « j'ai besoin de toi », tu as plus de chances d'obtenir cette aide. Pierre, papier, ciseaux est célèbre pour aider les gens à faire des choix difficiles. Il y a un moyen sûr de le gagner. Juste avant le jeu, pose une question aléatoire à ton adversaire, comme « Tu savais qu'on était tous faits de pixels ?» Ton pote sera confus et peu enclin à faire ciseaux. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis, est une combinaison de mots magiques que tu devrais prononcer lorsque quelqu'un te dit « merci » pour quelque chose que tu as fait pour lui.
En gros, dis ce que tu veux sauf « pas de problème », ce qui ne fait que dévaloriser le geste gentil de la personne. Certaines personnes ont tendance à oublier les bonnes choses que les autres font pour elles, mais cette phrase les fera se souvenir qu'elles te sont en quelque sorte redevables. Une autre réponse classique est « je t'en prie ». On ne l'entend plus vraiment aujourd'hui. Lire le langage corporel peut t'aider à lire dans les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, soit il cache quelque chose, soit il en a simplement assez de toi. Probablement les deux. Si une personne se touche la bouche, c'est qu'elle vient de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle a un bouton de fièvre. La façon dont les gens s'assoient peut les trahir. Les personnes qui se penchent en avant lorsqu'elles sont assises veulent généralement établir un contact et apprécient leur interlocuteur. Si une personne a plutôt tendance à se pencher en arrière, cela montre qu'elle s'ennuie et n'a pas vraiment envie de parler. Dans tous les cas, tu viens de découvrir quelque chose sur elle. Mais je t'en prie. Meghan Markle touche souvent ses cheveux, on le voit sur ses photos. Ce geste apaisant l'aide à se calmer lorsqu'il y a trop d'attention autour d'elle. Une autre astuce qu'elle utilise est de baisser son menton. Cela crée une sorte de bouclier qui la protège. Les spécialistes du langage corporel affirment que l'une des choses qui nous rend attirants est de paraître accessible. Porte ton sac à main avec la main gauche. Ta main droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Ce n'est pas pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne. Une autre astuce pour paraître plus sociable lors d'une fête est de toujours avoir un verre à la main. Les gens seront alors plus enclins à venir vers toi pour discuter. Lorsque tu arrives à une fête, il y a de fortes chances que tous les yeux se tournent vers toi. Pour être perçu comme amical et accessible, écarquille légèrement les yeux. Et quand tu souris, garde la bouche un peu ouverte. C'est ce que Meghan fait tout le temps. Sourire est important si tu veux être beau sur les photos. Mais même si Meghan sourit chaque fois, elle fait constamment l'effort de ne pas le faire trop largement. Un trop grand sourire peut sembler un peu forcé et contre nature, voire ne pas être joli sur les photos. Un autre truc pour avoir l'air beau en photo, c'est de se détendre. Quelques respirations profondes suffisent généralement pour soulager la tension. Si tu te sens un peu mal à l'aise et que tu ne sais pas où placer tes mains, tiens un sac, sois naturel et dis « cheese ». Voici une autre technique qui n'est pas utilisée que par Meghan. La plupart des psychologues recommandent de répéter le prénom de la personne à qui tu parles. Il peut y avoir des centaines d'invités à une fête. Mais si tu prononces le prénom de quelqu'un tout en lui parlant, il se sentira spécial. Pour que davantage de gens t'apprécient, essaie la technique du miroir. Il s'agit d'imiter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. Les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsque quelqu'un copie leurs gestes. Mais n'en fais pas trop non plus, cela ne doit pas se remarquer. Le langage corporel est important pour la communication, et garder une bonne posture est un des points clés de l'étiquette. Meghan Markle a toujours une posture impeccable. Lorsqu'elle marche, elle maintient son menton parallèle au sol, et ses épaules sont toujours vers l'arrière. Lorsqu'elle s'assoit, elle garde les jambes croisées, ce qui l'aide à garder une bonne posture. Or, c'est important pour les photos. Pointe une jambe vers l'extérieur et incline la hanche opposée sur le côté. Maintenant, incline un peu ta tête vers le bas et vers la gauche ou la droite, selon ce qui te convient le mieux. Et voilà, tu as la posture que Meghan et beaucoup d'autres célébrités utilisent pour poser. Lorsque tu choisis une tenue pour une photo, opte pour une couleur vive qui ressortira bien. Fais aussi en sorte que tes vêtements accentuent ta taille. Complimenter ton entourage est une bonne façon de te faire aimer des gens, et ça fonctionne mieux que tu ne le penses. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un, ils se mettent inconsciemment à penser que tu es une personne bienveillante. Et si tu te plains que quelqu'un n'est pas aimable, les gens pourraient en conclure que toi non plus. Alors fais attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens peuvent inconsciemment ressentir l'humeur de leur entourage. C'est pourquoi, si tu veux que tes amis se sentent à l'aise quand ils sont avec toi, essaie d'être joyeux. Si tu envoies des ondes positives, les gens t'aimeront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien quand tu es là. Il existe une théorie selon laquelle les gens se jugent les uns les autres en fonction de deux choses principales, la chaleur et les aptitudes. Si tu veux que les gens t'apprécient, essaie de montrer que tu es chaleureux, amical et que tu ne vas pas leur faire de concurrence. Quant à tes aptitudes, cela peut être ton éducation, ton travail, etc. Mais d'abord, tu dois montrer ta chaleur et seulement après tes aptitudes. L'ordre est crucial, surtout si tu veux appliquer cette technique au travail. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Si tu penses que quelqu'un n'est pas amical, tu te comporteras de manière à révéler les caractéristiques les moins attrayantes de cette personne. Après cela, il est peu probable qu'elle soit aimable avec toi.
Mais si tu fais preuve d'amabilité, les gens te traiteront de même. Personne n'aime monsieur ou madame parfait, d'autant que la perfection n'existe pas. Alors montre que tu es imparfait de temps en temps. Il s'avère que les gens ont tendance à apprécier davantage les gens qui font des erreurs. Voici une expérience intéressante qui prouve ce fait. Un groupe d'étudiants devait évaluer la sympathie d'autres personnes. Ils ont regardé plusieurs vidéos d'individus qui répondaient à un quiz. Étonnamment, ceux qui n'ont pas réussi ont été mieux notés que ceux qui ont passé le test haut la main. Quelques points supplémentaires ont été attribués à la personne qui avait renversé son café à la fin du quiz. Bien sûr, tu n'as pas besoin de faire la même chose, mais n'aie pas peur de paraître vulnérable. Ce n'est généralement pas une bonne idée de toucher des inconnus, mais un contact subtil, à peine perceptible, peut faire en sorte que les gens se sentent mieux par rapport à toi quand tu leur parles. Tu peux leur taper sur le dos ou leur toucher le bras, mais seulement légèrement. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique, tout en rendant la monnaie aux clients, recevaient des pourboires plus importants. Pour que quelqu'un t'apprécie davantage, dis-lui un secret. Il peut s'agir d'une information personnelle, mais pas de quelque chose qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami devra être sûr que tu ne révéleras rien. La confiance est aussi vitale que la loyauté et l'honnêteté. Les questions anodines telles que « Quelle est ta saison préférée ?» ne posent aucun problème, mais une question comme « Parle-moi de ton premier amour » peut t'aider à mieux connaître une personne. Dans tous les cas, fais attention à ces questions et ne les pose que si tu es sûr qu'elles ne blesseront personne. Les personnes impassibles semblent moins dignes de confiance que celles qui montrent ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire que tu dois taper des crises de colère. Sois juste sincère et ne cache pas tes sentiments. Curieusement, si tu es trop gentil et désintéressé, les gens pourraient ne pas vouloir travailler ou être amis avec toi. Cela peut sembler bizarre, mais ceux qui sont trop gentils diminuent l'estime de soi des autres. Ils peuvent aussi donner l'impression d'être hypocrites. Ne pas sourire est une grosse erreur, mais ajouter un emoji souriant à une lettre formelle te fera très probablement passer pour un incompétent. Essaie de ne pas le faire, même si tu veux avoir l'air chaleureux et amical. Il est préférable de choisir les bons mots et de garder ton sourire pour la vie hors ligne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Une étude récente a montré que les gens ne s'entendent généralement pas bien avec ceux qui partagent trop leur vie privée. La taille de ta liste d'amis sur les réseaux sociaux a aussi son importance. La plupart des gens trouvent que c'est suspect si elle est trop longue ou trop courte. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour avoir l'air amical, mais pas trop, est d'environ 300 personnes. Les utilisateurs qui avaient moins de 100 personnes sur leur liste avaient une cote de popularité assez basse. Les personnes ayant plus de 300 personnes ont eu un résultat légèrement meilleur. Mais de nombreux participants à l'étude les ont considérés comme trop axés sur les réseaux sociaux et en quête de popularité. Aller vers les extrêmes est aussi à proscrire. Ne pas partager ses informations personnelles est aussi mauvais que de les partager à l'excès. Les photos de profil en gros plan sont un autre élément qui peut irriter les gens. Une étude a prouvé que les photos prises à une distance de 30 cm donnaient l'impression que les gens étaient moins compétents et moins attirants que celles prises à une distance d'au moins 1,20 m. C'est probablement parce que les photos prises en gros plan sont un peu déformées et semblent un peu écrasées. L'honnêteté est l'une des choses les plus agréables qui soient, donc la fausse modestie est à éviter. Disons que tu te trouves à un entretien d'embauche. Dans ce cas, dire que le perfectionnisme est ton principal défaut est une très mauvaise idée. Propose plutôt quelque chose qui n'a pas de rapport avec le poste en question. Cela te donnera l'air plus sincère, tu ne cacheras pas tes faiblesses, mais il n'y aura pas de fausse modestie. Une bonne poignée de main est l'occasion de faire une bonne première impression. Si ta poignée de main est ferme, les gens ont plus de chances de te percevoir comme une personne sociable et extravertie. Les gens qui ont une poignée de main ferme ont aussi plus de chances de décrocher un job. Alors, n'hésite pas. La créativité est certainement un signe révélateur de l'intelligence. Car pour créer quelque chose de nouveau par soi-même, il faut sortir des sentiers battus. Les personnes créatives font davantage appel au côté droit du cerveau, qui est plus intuitif et visuel, et qui est lié aux arts, à la rêverie et à l'imagination. Donc si tu aimes créer de nouvelles choses, tu es certainement une personne intelligente. La créativité est un phénomène génétique, une chose pour laquelle on dispose d'un potentiel naturel et de l'expérience. Nous avons tous un certain potentiel de créativité, mais il nous faut aussi savoir le développer. Tu aimes te parler à toi-même quand tu fais la vaisselle, quand tu prends une douche, quand tu fais du vélo ou toute autre activité où ton esprit s'égare un peu. Lorsque tu parles à haute voix, tu améliores ta capacité à te maîtriser.
Tu es curieux et tu aimes explorer le monde qui t'entoure. Ce n'est pas seulement l'acquisition de compétences aléatoires, mais un véritable désir d'en savoir plus sur le monde qui t'entoure et d'être ouvert à de nouvelles idées, qui jouent un rôle important dans la croissance cognitive. Il existe même un concept appelé quotient de curiosité qui décrit la capacité d'apprendre de nouvelles choses sur le monde et de leur attribuer un sens. Tu es désordonné. Waouh! Alors je suis forcément un génie. Des psychologues ont mené des recherches auprès de 2 groupes de personnes auxquels ils ont demandé de réfléchir à des façons créatives d'utiliser des balles de ping-pong. Le premier groupe devait y réfléchir dans un environnement désordonné, tandis que le second était placé dans un cadre bien rangé. Le premier groupe a mieux réfléchi et a présenté des idées remarquables. Il en va de même pour l'écriture brouillonne. Lorsque les autres peuvent à peine lire ce que tu as écrit, cela signifie que tu es probablement la personne qui fait tout rapidement et efficacement, et qui est très créative. Quelques points de QI supplémentaires sont attribués à un bureau en désordre, mais il est toujours préférable de le ranger de temps en temps. Tu as un bon sens de l'humour. Une étude psychologique a montré que les personnes qui écrivent des légendes de dessins animés drôles et les comédiens professionnels ont un meilleur score d'intelligence verbale. Ne sous-estime pas les bonnes blagues, tu as une bonne capacité de contrôle de soi. Des scientifiques d'une célèbre université américaine ont fait passer à des gens des tests de QI et leur ont proposé d'obtenir l'argent plus tard ou tout de suite, plus tard signifiant un montant plus élevé. Ceux qui ont attendu ont obtenu de meilleurs résultats au test de QI. Cela signifie que lorsque tu pèses lentement et soigneusement les options, tu es plus intelligent. La solitude ne te pose pas de problème. Les amis, la famille, les fêtes, les cafés, les réunions, tu apprécies tout cela, mais tu aimes aussi être seul, faire des plans, établir tes priorités, réfléchir ou simplement profiter du temps pour toi. Tu sais gérer tes émotions. Bien sûr, on ne peut pas toujours se sentir bien. En acceptant que les sentiments sont une partie normale de la vie, on apprend aussi à gérer les émotions complexes, à contrôler son comportement et à s'exprimer sainement. Cela en dit long sur ton intelligence émotionnelle. Tu sais gérer les choses même lorsqu'elles deviennent difficiles et stimulantes. Les personnes intelligentes peuvent s'adapter à des situations ou des changements plus complexes et plus difficiles, même si tout ne se déroule pas comme elles le souhaitent. Ces personnes réagissent aux évolutions, développent leur résilience, n'ont pas peur d'affronter les problèmes et adaptent facilement leur comportement pour traverser les périodes difficiles. Tu as une assez bonne mémoire corporelle. Tu as réussi à te rendre dans ce restaurant dont ton ami t'a parlé, même si tu n'as traversé ce quartier qu'une seule fois il y a quelques années et que tu ne peux pas expliquer comment tu y es arrivé. Tu apprends rapidement des pas de danse compliqués après que ton professeur te les montre une fois et tu as une excellente coordination. Tu es présent, tu observes les détails de ton environnement, tu te souviens des choses. Tu vois les expressions des visages qui t'entourent. Tu observes le comportement des gens sans faire trop d'efforts. Tu as un bon œil pour repérer les schémas. Le fait d'être observateur peut favoriser ta créativité. Des recherches ont montré que les gauchers ont des compétences spatiales plus rapides et plus précises, une meilleure mémoire de travail et une assez bonne flexibilité mentale. Ils sont également doués pour la pensée divergente. Ce qui signifie que lorsqu'ils réfléchissent à un problème, ils sont ouverts à différentes réponses et imaginent de multiples solutions créatives. Les introvertis sont des personnes qui évitent les endroits bruyants, les grands rassemblements, les fêtes, et qui préfèrent être seuls. Ils aiment passer du temps avec leurs amis les plus proches. Les recherches montrent que plus de 75% des personnes dont le QI est supérieur à 160 sont introvertis. Une étude a montré que l'aîné d'une fratrie avait un QI supérieur de 2 points à celui des plus jeunes. La raison n'en est pas la génétique, mais la dynamique familiale et l'environnement. En effet, le frère ou la sœur aînée reçoit toute l'attention de ses parents, tandis que les plus jeunes bénéficient du tutorat de leurs aînés, ce qui exige une plus grande activité cognitive et améliore l'intelligence. Tu es empathique, ce qui signifie que si un ami partage avec toi ses problèmes, tu es capable de vivre les choses de son point de vue et de ressentir ses émotions. Intelligence émotionnelle. Lorsque tu peux comprendre les sentiments et les expériences des personnes qui t'entourent, il te sera beaucoup plus facile d'identifier tes propres traits de caractère, tes valeurs, tes capacités et tes objectifs. Tu es ouvert d'esprit et tu peux parler à des personnes ayant des points de vue différents. Tu ne te fais pas une propre opinion avant d'avoir entendu plusieurs solutions. Cependant, une fois que tu as formé ton point de vue, tu as tendance à ne plus le changer et tu as de bonnes raisons pour cela. Tu peux aussi avoir des conversations paisibles parce que tu sais lire le langage corporel des personnes qui t'entourent, écouter activement et avec empathie, poser des questions pour mieux les comprendre, les encourager à réfléchir à d'autres perspectives. Tu finis la phrase des autres. Ce n'est pas aussi effrayant que cela peut paraître au premier abord. Cela montre que tu es attentif. Tu ne te considères pas comme une personne particulièrement intelligente. Les psychologues ont découvert que les moins compétents croient souvent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les autres. En revanche, les personnes brillantes ne le font pas remarquer et se concentrent sur leurs limites et la manière de les surmonter. Les scientifiques ont fait l'expérience une fois.
Ils ont demandé à des étudiants universitaires de passer un test d'humour, de grammaire anglaise et de raisonnement logique. Ils étaient également censés prédire leurs résultats. Ceux qui étaient sûrs de faire extrêmement bien ont eu les pires résultats, contrairement à ceux qui étaient critiques envers eux-mêmes. Tu es conscient qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas et tu n'as pas honte de l'admettre. Tu es peut-être excellent en mathématiques mais moins bon en musique ou en art. Tu te poses souvent des questions sur les sujets importants, le sens de la vie, l'univers, l'avenir, les questions difficiles à comprendre, ce qui suscite pas toujours des sentiments positifs et peut te rendre plus inquiet. Tu procrastines. Steve Jobs était l'un des plus célèbres procrastinateurs. Et les psychologues affirment que c'est l'un des facteurs les plus importants de l'innovation. Steve Jobs remettait les choses à plus tard en attendant que de nouvelles idées créatives se présentent. La prochaine fois que quelqu'un te dit que tu regardes trop YouTube, réponds simplement que tu procrastines de manière stratégique. Passons à autre chose. D'accord, la procrastination ne se limite pas à faire défiler son téléphone pendant quelques heures par jour et à perdre du temps. Il peut s'agir de faire des tâches ménagères, de se promener, de faire une autre activité où tu laisses tes pensées vagabonder ou même de ne rien faire. Tu as appris à lire tôt. Des scientifiques ont mené des recherches sur 2000 paires de jumeaux identiques. Ils ont constaté que les frères et sœurs qui avaient appris à lire plus tôt avaient de meilleurs scores de capacité cognitive. Cela s'explique par le fait que la lecture, surtout dès le plus jeune âge, stimule les capacités verbales et non verbales de notre cerveau. Tu adores le chocolat. Le cacao peut aider à stimuler l'activité cérébrale. Manger du chocolat a généralement un bon effet sur les fonctions cognitives telles que l'attention, la mémoire ou la vitesse à laquelle on traite les informations. Non seulement au moment où on en mange, mais aussi à long terme. Tu n'aimes pas le bruit de fond. Charles Darwin, Franz Kafka et bien d'autres grands esprits préféraient faire leur travail dans un silence complet. Une étude de 2015 a montré que les personnes qui ne pouvaient pas se couper facilement du bruit de fond se retrouvaient avec des solutions plus créatives et des réponses innovantes aux tests. Les auteurs ont affirmé que les personnes incommodées par ce bruit étaient plus aptes à se concentrer sur plusieurs tâches en même temps, ce qui exige une pensée créative. Tu aimes porter les mêmes vêtements tout le temps. Tu peux souvent voir Mark Zuckerberg porter des tenues simples. Le même t-shirt gris et le même blue jean sont sa signature. De nombreux millionnaires célèbres ont assez d'argent pour acheter les pièces les plus chères, mais ils aiment concentrer leur activité mentale sur des choses plus importantes. Tu ne veux pas toujours faire des efforts maximum. Travailler 15 heures par jour et avoir généralement plus de choses à faire ne signifie pas que tu es plus efficace. Ton cerveau a besoin de temps pour se détendre afin de trouver de nouvelles idées créatives. Tu es plutôt doué pour les énigmes. Quel que soit le défi qu'elles représentent, tu aimes affronter le problème et essayer de trouver un moyen de le résoudre en observant les tendances. Tu préfères passer du temps avec des personnes créatives et intelligentes, car celles que tu fréquentes le plus sont un bon reflet de ta propre personne. En vieillissant, tu as de moins en moins de temps, alors tu ferais mieux de le consacrer à des personnes qui t'aident à construire une meilleure version de toi-même. Il faut que ce soit parfait. Si tu répètes cette phrase trop souvent, elle peut donner l'impression que tu n'es pas assez intelligent ou doué. Ceux qui s'attendent à la perfection s'exposent à l'échec. Les personnes intelligentes préfèrent accomplir les tâches étape par étape et regarder ce qu'elles peuvent améliorer en cours de route. Elles ne s'imposent pas d'attentes irréalistes et n'en imposent pas aux autres. Elles évitent également d'adopter un ton manipulateur et exigeant. C'est pas juste. En utilisant cette phrase dans tes conversations avec tes collègues et tes amis, tu risques de donner l'image d'une personne naïve. Tout le monde autour de toi sait que la vie est injuste. Et espérer une quelconque justice peut sembler un peu enfantin. Au lieu de se plaindre, les personnes proactives se demandent « Que puis-je faire maintenant pour améliorer cette situation ?» Elles ont la capacité de négocier des conditions mutuellement bénéfiques. Elles discutent ouvertement de ce qu'elles sont prêtes à concéder et de ce qu'elles s'attendent à obtenir. Sans vouloir te vexer, n'est pas non plus la meilleure façon d'entamer une conversation. Lorsque les gens entendent cela, ils commencent inconsciemment à attendre quelque chose d'offensant et d'irrespectueux de ta part. Les personnes subtiles ne commencent pas une conversation avec des ondes négatives. Tu ne veux pas que ton interlocuteur se mette sur la défensive avant même d'avoir eu la chance d'exprimer ce que tu as à dire. Parfois, sous la pression au travail, tu peux t'entendre dire « ça ne prendra qu'une minute » ou « j'arrive » et ensuite passer des heures voire des jours à accomplir la tâche. Si tu ne peux pas estimer les délais de façon réaliste, les autres pourraient penser que tu n'es pas si intelligent ni fiable que ça. Si tu veux donner l'image d'une personne intelligente, ne promets jamais de terminer une tâche plus tôt qu'elle ne pourrait l'être. Il est plus judicieux et bénéfique de te laisser plus de temps et de finir avant l'échéance. « C'est pas ma faute » est une autre expression enfantine que tu devrais éviter de prononcer, notamment au travail. Tu n'obtiendras aucun respect en accusant les autres de tes propres erreurs. Les personnes intelligentes ont la capacité d'admettre qu'elles ont tort et de se corriger.
Cette phrase pourrait aussi inciter les gens à attaquer en premier et à te blâmer encore plus. Donc si quelque chose de grave est arrivé et que ce n'était pas vraiment de ta faute, il vaut mieux raconter les faits de manière calme et éviter de pointer quelqu'un d'autre du doigt. Des mots comme « oups » ou « désolé » ne sont certainement pas la façon la plus appropriée d'exprimer tes regrets concernant une erreur. Les gens pourraient avoir l'impression que tu essaies d'en ignorer les conséquences et que tu ne veux pas assumer la responsabilité de tes actes. Évite de submerger les gens avec des phrases déraisonnablement longues et mal construites. Les doubles négations telles que « vous n'êtes pas sans ignorer » ou « j'ai pas peur de personne » peuvent te faire paraître vraiment idiot. Non seulement c'est grammaticalement incorrect, mais c'est surtout difficile à comprendre. 2 négations dans une seule phrase en déforment le sens, ce qui fait que ton pauvre interlocuteur devra essayer de démêler le sens de tes mots. J'ai une question stupide ou c'est peut-être idiot mais... ainsi que d'autres phrases dans lesquelles tu affirmes que tu n'es pas très intelligent apparaissent généralement lorsque tu n'as pas assez confiance en toi et que tu veux jouer la sécurité. Les personnes intelligentes essaient d'éviter cela, car elles ne se sentent pas gênées de poser des questions. C'est d'ailleurs justement comme ça qu'elles deviennent plus intelligentes. Si tu manques de confiance en toi mais que tu t'efforces de faire en sorte que les autres te respectent, commence par te prendre au sérieux et évite de juger tes propres paroles comme étant stupides. Évite de terminer tes phrases par « etc ». Cela semble immature et peut détourner ton interlocuteur de l'essence de la conversation. Si tu fais une liste à l'oral, il est préférable d'énoncer tous les points clairement. Tu auras ainsi l'air plus responsable et concentré. Tes collègues et tes amis n'ont pas à deviner ce que tu voudrais dire par etc. Évite les mots parasites comme genre et autres mots de remplissage dans ton discours. De même pour des mots comme littéralement, en quelque sorte, tu sais et d'autres. L'utilisation excessive de ces formules peut te faire paraître moins intelligent et compétent. Si elles surgissent automatiquement, essaie de respirer plus profondément quand tu parles et n'aie pas peur de prendre du temps ou de faire une pause si tu en as besoin. Ce n'est pas mon boulot. Les personnes qui refusent d'assumer des responsabilités qui vont au-delà de leur poste risquent de laisser une impression négative. Les autres peuvent penser que tu ne t'intéresses pas à ton propre développement personnel et que tu accomplis des tâches minimales uniquement pour obtenir ta paie à la fin du mois. Bien sûr, tu dois protéger tes droits et empêcher quiconque d'exploiter ton temps gratuitement. Les personnes les plus astucieuses utilisent donc ces situations comme des prétextes pour négocier une promotion ou une augmentation de salaire, au lieu de simplement refuser la charge de travail supplémentaire. Ne mentionne jamais ton QI phénoménal comme étant une preuve que tu es plus intelligent que tout le monde. Les psychologues ont déjà découvert des dizaines de types d'intelligence différentes, notamment l'intelligence linguistique, visuelle, musicale, rythmique ou encore émotionnelle. Le test de QI n'évalue qu'une seule d'entre elles et détermine à quel point tu es doué pour résoudre des énigmes et des problèmes. Il ne garantit pas que tu sois plus intelligent dans tous les aspects de la vie. C'est pourquoi se référer au test de QI comme preuve de ton intelligence exceptionnelle peut sembler déplacé. De nos jours, les technologies se développent rapidement et les innovations deviennent vite obsolètes. C'est pourquoi la phrase « j'ai toujours fait comme ça » te donne l'air un peu paresseux et réticent au progrès. Cela amène les gens à se demander pourquoi tu n'as pas pris le temps d'améliorer tes habitudes. Si tu répètes souvent des mots qui te font paraître paresseux et placide, il est peu probable que ton responsable ait envie de te confier des responsabilités ou une promotion. Un autre moyen facile de paraître idiot est d'utiliser des mots que tu ne comprends pas vraiment dans ton vocabulaire. Si tu n'es pas sûr à 100% de la signification d'un mot ou de sa prononciation correcte, cherche-le sur Internet ou alors évite de l'utiliser. Fais attention à ne pas utiliser trop de mots à la mode et de jargon professionnel juste pour avoir l'air cool. Surtout avec les personnes qui ne connaissent pas la signification de ces mots. Cela peut donner l'impression que tu es un robot qui manque d'empathie et qui récite un livre. Il est normal de dire « je ne suis pas sûr » de temps en temps si tu parles de certains faits. Mais si tu exprimes ta propre opinion et que tu prends trop de pincettes, cela peut sembler confus et maladroit. Les personnes épanouies ont la conviction que leur point de vue compte et elles expriment leur opinion subjective haut et fort pour éviter tout malentendu. Parfois, nous sommes dépassés par des missions apparemment impossibles. Répéter la phrase « je ne peux pas le faire » ne t'apportera aucune aide ni aucun soutien. Mais cela peut te faire passer pour un idiot et un paresseux. Les personnes responsables cherchent des solutions au lieu de trouver des excuses. Et si elles n'ont vraiment pas l'expérience ou les compétences nécessaires pour accomplir une tâche, elles n'hésiteront pas à demander de l'aide. S'adresser à tes collègues masculins avec les mots « mec » ou « poteau » peut s'avérer très irrespectueux. Il en va de même pour meuf lorsqu'il s'agit de femmes. Certaines personnes pourraient trouver cela très inapproprié et même offensant. Si tu travailles pour une start-up très informelle et que cette forme de communication est considérée comme normale, assure-toi qu'il est acceptable d'appeler quelqu'un « mec » avant de le faire. Lorsque tu dis « je vais essayer »,
Tu donnes l'impression de ne pas avoir suffisamment confiance en ta capacité à accomplir la tâche. Les personnes volontaires savent qu'elles sont responsables de leurs propres actions. Si tu affirmes à voix haute que tu doutes de tes capacités, les autres douteront encore plus de toi. Les personnes qui n'ont pas le sens des affaires ont tendance à juger sans faire de recherche détaillée. Si tu es impulsif et grossier dans ton approche des personnes, des événements et des lieux, tu risques d'acquérir la réputation d'une personne superficielle. Les gens intelligents ne tirent pas de conclusions hâtives et prennent le temps d'observer. Je suis votre plus grand fan. Idolâtrer les personnes de ton entourage ou les célébrités peut te faire paraître un peu naïf. Toute personne a des points forts et des faiblesses, et les gens équilibrés respectent les autres pour ce qu'ils sont vraiment et évitent de transformer quiconque en un ami imaginaire parfait. Si tu imites aveuglément les célébrités, que tu répètes leurs phrases et leurs actions, que tu portes les mêmes coupes de cheveux et les mêmes tenues, tu ne seras pas considéré comme un individu mature. Les gens malins ont le courage d'être eux-mêmes. Il existe aussi de nombreuses façons non verbales de paraître moins enthousiaste que tu ne l'es en réalité. Hocher constamment la tête, s'asseoir dans une position bancale ou enfreindre le code vestimentaire. Si ton entreprise demande à tous les employés de porter une tenue formelle pour les événements d'entreprise et que tu te présentes en jean et ensuite à capuche, les gens pourraient penser que tu manques de respect. Je serai de retour dans 20 minutes. Si tu as l'habitude de laisser de telles notes à ton poste de travail, les gens peuvent penser que tu n'es pas très malin. Un client qui vient d'arriver dans un café ou un magasin et qui voit une porte fermée avec cette note ne sait pas quand tu es parti. Il ne peut pas savoir combien de temps il doit attendre. C'est pourquoi il est plus intelligent d'indiquer l'heure exacte à laquelle tu prévois de retourner sur ton lieu de travail. Quand quelqu'un ment, son nez le trahit. Et non, il ne grandit pas. Ah, tu n'as pas vu le mien. Il s'avère que lorsqu'une personne ment, la température autour de son nez ainsi que les coins intérieurs de ses yeux augmentent. Alors imagine que tu vas à un premier rendez-vous et que la personne te dit quelque chose de difficile à croire. Tu sors ton thermomètre et tu prends la température de son nez. Puis elle prend ta température et ça va et vient ainsi toute la nuit. Bon, je t'avoue, il y a mieux à faire, mais je ne vais pas te spoiler ça. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Le rythme cardiaque moyen des hommes se situe entre 70 et 72 battements par minute. Dans le même temps, la moyenne pour les femmes se situe entre 78 et 82 battements. Cela s'explique par le fait que le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. Le cœur de la femme pompe moins de sang à chaque battement. Il doit donc travailler un peu plus fort pour suivre le rythme de l'homme. Les poumons sont l'un des plus grands organes du corps. Leur surface totale est presque égale à celle d'un court de tennis. Et la longueur totale des voies respiratoires qui les traversent est similaire à la distance entre Chicago et Las Vegas. Et tout cela tient à l'intérieur de ton corps. Les impulsions nerveuses que ton cerveau envoie voyagent à une vitesse d'environ 273 km/h. C'est aussi rapide qu'un train à grande vitesse. La quantité de nourriture consommée par un humain normal au cours de sa vie pèse autant que 8 éléphants d'Asie. Il n'est pas surprenant que nous passions environ 4 ans de notre vie à manger. Nous nous débarrassons de notre peau car elle sert de nourriture aux champignons, aux bactéries et à d'autres organismes dont nous voulons absolument nous éloigner. Nous nous débarrassons d'environ 600 000 particules de peau par heure. C'est pourquoi on me traite de poussière. La couleur de tes yeux provient d'un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux bruns ont plus de mélanine que celles aux yeux verts. Le sang de ton corps se déplace à une vitesse de 6,4 km/h et atteint ton cerveau en quelques secondes seulement. Certaines personnes peuvent entendre le bruit de leur globe oculaire qui bouge. C'est une maladie rare appelée syndrome de déhiscence des canaux. Elle provoque l'amplification de tous les sons à l'intérieur du corps. Un homme a décrit cela comme entendre ses yeux gratter comme du papier de verre chaque fois qu'ils bougent dans leur orbite. Waouh! Alors je suppose que regarder un match de tennis doit vraiment faire beaucoup de bruit. Lorsque tu vois une personne te sourire, tu sais ce qu'elle ressent, ce qui peut t'inciter à faire de même. Il en va de même pour les bâillements. C'est aussi une sorte de moyen inconscient pour notre cerveau de créer des liens sociaux avec les personnes qui bâillent. Les dents de sagesse avaient autrefois un rôle important. C'était la 3e paire de molaires que nous utilisions pour écraser la viande et d'autres aliments durs dans nos bouches. Lorsque notre cerveau a grandi et que nous avons commencé à manger des aliments plus mous, la structure de la mâchoire a changé, ce qui signifie que nous n'avions plus besoin de ces dents-là. Et c'est pour ça qu'on a perdu de notre sagesse. Non, ce n'est pas pour ça. Quand tu es éveillé, ton cerveau produit de l'électricité. La quantité réelle se situe entre 15 et 25 watts. C'est suffisant pour alimenter une lampe LED.
L'électricité provient de la transmission par le cerveau de millions de messages dans tout le corps à chaque seconde. C'est grâce à ces messages que ton cerveau demande à tes bras de bouger, par exemple. Pense à ton corps comme à une autoroute ultra rapide pour les signaux électriques. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se réparer toute seule. C'est pourquoi les dentistes existent. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les scientifiques ont remarqué que les personnes ayant de grandes pupilles sont plus aptes à résoudre des problèmes. Ces individus peuvent également mieux se concentrer et ne pas se laisser distraire. Tu disais ? Même leur mémoire est plus précise. Nous ne connaissons pas encore les raisons de ce phénomène, mais beaucoup de gens pensent que c'est parce que la pupille est liée à un endroit du cerveau qui déclenche les capacités mentales. Quoi ? Les humains peuvent utiliser l'écholocation comme les baleines ou les chauves-souris. Certains aveugles peuvent obtenir des informations sur leur environnement par des sortes de flashs en relief 3D et ont un sens aigu de la texture et de la densité. Ils obtiennent des informations grâce aux ondes sonores. Notre cerveau les traite différemment des ondes lumineuses. L'écholocation utilise certaines parties du cerveau que les voyants utilisent pour la vision. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi tu as un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent plus fins. Tu as sûrement entendu parler des serpents qui perdent leur peau. Mais les humains le font aussi. La couche externe de ta peau mue toutes les 2 à 4 semaines. Cela représente environ 2 kg de peau par an. C'est le même poids que celui d'un ananas. Burk! L'émail de nos dents est la substance la plus dure du corps humain. Il est composé à 96% de minéraux. Il faudrait rester debout pendant plus de 2 heures pour brûler la même quantité d'énergie qu'en 30 minutes de marche. La cornée de ton œil est la seule partie de ton corps qui ne reçoit aucun flux sanguin. Elle ne reçoit que de l'oxygène. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. Les autres muscles relient 2 os à leurs 2 extrémités parce que c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. La langue est reliée à l'os hyoïde, à une extrémité qui fait partie du cou, mais il n'y a rien de l'autre côté. Ton odorat est le seul sens qui va directement à la partie du cerveau qui contrôle tes émotions et tes souvenirs. Est-ce que j'ai parlé de ton pancréas ? Il contient des cellules réceptrices du goût qui lui permettent de détecter non seulement le sucre, mais aussi les édulcorants artificiels. Il utilise les données gustatives pour équilibrer les hormones. Quelqu'un a réellement compté ça, et tu avales ta salive 600 fois par jour, 1 fois par minute lorsque tu es éveillé, et environ 3 fois par heure lorsque tu dors. Une personne normale possède 10 000 papilles gustatives, mais en vieillissant, certaines de ces cellules ne sont pas remplacées. Une personne âgée peut avoir seulement 5 000 papilles gustatives en état de marche. Elles doivent donc travailler plus fort ou quelque chose dans ce genre. À terme, les poils du corps humain pourraient disparaître. Ils avaient l'habitude de nous protéger des conditions météorologiques difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons des vêtements et des parapluies pour le faire. La plupart des poils du corps humain n'ont plus aucune fonction, à l'exception des sourcils et des cils qui protègent nos yeux de la sueur et d'autres substances nocives. D'ailleurs, on est déjà à mi-chemin de la perte totale de nos cheveux. Autrefois, les humains étaient entièrement couverts de poils, ce qui nous donnait l'air de gorilles. Tu as 5 millions de follicules pileux sur ton corps et seulement 100 000 sur la tête. Les cheveux poussent de 2,5 cm par mois. Ainsi, une personne de 70 ans qui ne s'est jamais fait couper les cheveux aurait des cheveux aussi longs qu'un poteau téléphonique. On a récemment découvert un type de cellule cérébrale cruciale pour la recherche visuelle. Elle porte le nom de cellule cible. Sans leur aide, tu ne serais pas capable de repérer une personne dans la foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles ne se soucient pas de l'aspect de l'objet que tu recherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Tu as environ 3 millions de glandes sudoripares dans ton corps. Un grand nombre d'entre elles se trouvent sur la plante de tes pieds et sur tes mains, ton front, tes aisselles et tes joues. Tu as les yeux rouges sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes pupilles n'ont pas eu le temps de se rétracter. Un grand éclat de lumière atteint ta rétine et il rebondit. La nourriture n'a pas besoin de la gravité pour atteindre ton estomac. Tes muscles se contractent et se détendent pour la faire descendre. Mais les oiseaux, eux, oui, ont besoin de la gravité pour avaler.
Contrairement à la plupart des autres animaux, nous marchons sur 2 pattes. Nous avions donc besoin d'une protection supplémentaire pour la tête, directement exposée au soleil. C'est pourquoi nous avons des poils sur la tête. Ils nous aident également à conserver la chaleur la nuit. Notre cerveau n'est peut-être pas très gros par rapport au reste du corps, mais il est toujours en activité, ce qui produit de la chaleur, et les poils de la tête isolent cette zone. Lorsque tu clignes des yeux, tu donnes à ton cerveau la possibilité de faire une micro-sieste et de se recharger. Tu clignes des yeux environ 20 à 30 000 fois par jour, ce qui signifie que tu te promènes les yeux fermés pendant environ 10% de tes heures d'éveil. Tes cheveux savent quand tu dors. Il existe des gènes qui régulent ton horloge biologique et ils se trouvent dans les cellules des follicules pileux. Cela signifie que les scientifiques peuvent dire si tu es un lève-tôt ou un couche-tard en étudiant tes cheveux. Tes ongles poussent plus vite aujourd'hui qu'auparavant. Selon des études réalisées dans les années 50 et 70, les ongles poussaient plus lentement, presque un quart. Les scientifiques pensent que c'est parce que nous mangeons plus de protéines de nos jours, ou c'est juste parce qu'on ne se les ronge plus comme avant. Il y a des jours où nous nous sentons épuisés et vidés de notre énergie, même après une bonne nuit de sommeil. La fatigue et l'empathie peuvent avoir des causes très variées, qui diffèrent d'une personne à l'autre. Même une petite tempête solaire à 93 millions de kilomètres de la Terre peut impacter le fonctionnement de tes neurones. Des études ont révélé que les tempêtes solaires étaient si massives qu'elles pouvaient désynchroniser notre horloge biologique et provoquer une somnolence et une paresse inhabituelles. C'est parce que l'activité électromagnétique générée par cette perturbation solaire affecte la glande pinéale de notre cerveau. Bien que cette glande soit très petite, elle joue un rôle clé dans notre système endocrinien. La glande pinéale régule de nombreuses fonctions vitales dans le corps humain. L'une de ses principales attributions est de recueillir des informations sur la lumière extérieure et de libérer la mélatonine. Cette hormone nous aide à nous détendre et à nous endormir. Ces activités électromagnétiques extrêmes provoqueraient une production excessive de mélatonine, ce qui peut entraîner une fatigue et une somnolence même au beau milieu de la journée. Mais ne te précipite pas pour enfiler ton chapeau en papier alu fait maison. Heureusement, nous avons quelques astuces efficaces que tu peux essayer à la maison pour récupérer tes niveaux d'énergie. Pas d'inquiétude, tu n'auras pas besoin d'acquérir un équipement coûteux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton propre corps et de 2 minutes de ton temps précieux. Place tous les doigts de tes 2 mains ensemble, à l'exception de tes pouces. Assure-toi que la seconde articulation de chaque doigt soit alignée avec les autres. Applique une légère pression en serrant tes doigts ensemble une fois que tu as joint toutes tes articulations. Continue d'appliquer une pression constante pendant 1 minute. À un moment donné, tu pourras éprouver des changements dans tes sinus, qui sont ces espaces creux derrière tes yeux, tes pommettes et ton front. Tu ressentiras alors un relâchement progressif de la pression dans cette zone et ton nez pourrait même commencer à couler. Si tu essayes cet exercice avec quelqu'un d'autre, tu remarqueras probablement que les symptômes diffèrent selon les personnes. Après 1 minute, relâche tes doigts et détends complètement tes bras. Alors, peux-tu sentir des changements dans ton corps ? Certains d'entre nous peuvent entendre un léger bourdonnement dans leurs oreilles, ressentir un écoulement dans leur tube auditif, ou trouver que la zone autour de leurs pommettes et de leur front s'est éclaircie. Il est possible d'utiliser cette astuce à tout moment de la journée, lorsque tu ressens le besoin de recharger tes batteries et de retrouver un peu de sérénité. Tu peux t'exercer ainsi même au milieu d'un examen, d'un premier encart ou même pendant une réunion d'affaires stressante. Personne n'en saura rien, ce sera notre petit secret. Cet effet rafraîchissant se produit grâce à notre anatomie aussi fascinante que complexe. Cette réaction fonctionne si bien car le système nerveux de tes mains est directement interconnecté avec celui de ta tête, de ton cerveau et de tes sinus. Les mains sont riches en points de pression qui peuvent être salvateurs lorsque tu as rapidement besoin de libérer de la tension et de reprendre tes esprits. Lorsque tu stimules l'un de ces points de réflexologie, les neurotransmetteurs de ton cerveau réagissent immanquablement. Cela signifie que tu peux tromper ton cerveau pour lui faire dire à ton corps de se sentir ragaillardi. Et c'est absolument gratuit. Enfin, si tu connais le bon bouton, bien sûr. Intéressons-nous donc aux super pouvoirs cachés de tes mains et explorons certains des principaux points de pression. Les femmes enceintes devraient toutefois faire attention et demander préalablement l'accord de leur médecin avant de travailler ces points. La réflexologie pourrait stimuler des changements de pression sanguine dans leur corps et provoquer une réponse hormonale indésirable.
L'un des points se trouve juste ici, sur la partie intérieure de ton poignet. On l'appelle le point de Neiguan, ou péricarde 6, car il fait partie de ce qu'on appelle le canal du péricarde, qui s'étend à l'intérieur du bras depuis la région de l'aisselle jusqu'au majeur. Tu peux trouver le point de Neiguan entre tes tendons en mesurant 4 doigts à partir du poignet. Si tu n'arrives pas à distinguer clairement cette zone entre tes tendons, serre le poing. La tension de ton bras les rendra plus visibles. Maintenant, ouvre ton poing, détends la main et masse ce creux une fois le point détecté. Applique une pression douce pendant 4 à 5 secondes. Pratique cet exercice de manière égale sur les 2 mains et vois si tu ressens une différence. Tu peux aussi masser toute la zone par la suite pour détendre ton bras si nécessaire. Pendant cet exercice, tu devrais commencer à ressentir une relaxation qui peut se propager dans tout l'intérieur du bras et jusqu'à l'intérieur de la poitrine. Si tu ne ressens aucune différence, ne t'énerve pas et réessaye plus tard. Les maîtres de l'acupuncture travaillent avec ce point pour aider les gens à se sentir plus vigoureux et concentrés, à soulager les maux d'estomac et de tête, ainsi que la gêne au niveau des bras et de la poitrine. Certains prétendent que c'est aussi efficace pour réduire l'anxiété et le mal des transports. L'acupression fonctionne en équilibrant les flux d'énergie du corps. Ces techniques fonctionnent mieux lorsque tu es complètement détendu. Si tu pratiques cet exercice sur quelqu'un d'autre, tu peux lui demander de s'allonger et l'inviter à se détendre complètement. Il y a un autre point de pression magique à proximité, appelé point de Zongzhou. Il peut t'aider à soulager les tensions du cou, les maux de tête temporaux et les douleurs aux épaules et dans le haut du dos. Ce point est généralement assez facile à détecter. Il est situé derrière les articulations, dans le creux formé par les tendons de l'annulaire et de l'auriculaire. Applique une pression ferme sur ce creux pendant 4 à 5 secondes. Tu devrais ressentir d'agréables flux de relaxation dans tes bras et tes vertèbres cervicales. Voici un autre bouton magique qui est très utile en cas d'anxiété ou de maux de tête. Trouve ce point de pression dans le repli de peau entre ton pouce et ton index. Au moyen de ton autre main, pince le tout en exerçant une pression ferme. Masse lentement et doucement ce point pendant 4 à 5 secondes. Puis change de main. Peux-tu sentir une différence? Si tu te sens toujours épuisé, même après avoir stimulé tous les points de pression mentionnés, il est temps de t'intéresser à tes alentours. Il y a de fortes chances que le temps soit à l'origine de ta fatigue. Si tu te trouves dans une voiture surchauffée, à l'extérieur par une journée étouffante, ou dans une salle de bain classe bien chaude, il est assez naturel de se sentir fatigué et engourdi. Bien que nous sachions que la chaleur nous fatigue, peu de gens savent exactement pourquoi. Tout d'abord, lorsqu'il fait chaud, ton corps commence à faire circuler des liquides et du sang vers la surface pour se refroidir. Ce processus emploie une partie des ressources de ton corps, ce qui peut te laisser une sensation de fatigue. Ensuite, n'oublie pas que la déshydratation entraîne toujours la somnolence et l'épuisement. Lorsqu'il fait chaud, ton corps perd rapidement du sel et de l'eau sous forme de sueur. Parfois, ce n'est pas la chaleur qui te fait te sentir vidé de ton énergie, mais plutôt le déséquilibre hydrique qui en résulte. Il est donc crucial de boire suffisamment d'eau si tu veux rester dynamique pendant la journée. Et si tu préfères stimuler ton cerveau avec du café, rappelle-toi que les boissons caféinées peuvent agir comme diurétiques, ce qui signifie qu'elles peuvent aussi engendrer une légère déshydratation de ton organisme. Par conséquent, il est recommandé de faire attention à ne pas consommer trop de café et de boire de l'eau plate pour rétablir un équilibre naturel. En parlant de température, des études ont révélé qu'un lieu de travail trop froid ou trop chaud pouvait empêcher les travailleurs de se concentrer sur leurs tâches quotidiennes. Dans l'une de ces enquêtes, 22% des employés se sont plaints qu'un espace trop chaud affectait négativement leur concentration. Et dans une autre, 11% des personnes interrogées ont déclaré qu'un local trop froid rendait leur travail plus ardu. Ces préférences de température peuvent varier en fonction du métabolisme et de la physiologie d'une personne. L'Université technologique d'Helsinki et le laboratoire national Lawrence Berkeley de Californie ont effectué des recherches et découvert la température qui semblait la plus propice à la productivité. Peux-tu deviner le chiffre exact? C'est environ 21 degrés Celsius. Toutefois, si la température augmente jusqu'à environ 24 degrés, l'enthousiasme général sur le lieu de travail commence à chuter. Donc, si tu n'es pas satisfait de la température de ton espace de travail, il est judicieux de prévoir plusieurs couches de vêtements différents ou de t'installer dans une salle de conférence où tu puisses régler le thermostat comme tu le souhaites. Peut-être que cela t'aidera à stimuler ta productivité. Et si ce n'est pas le cas, souviens-toi des astuces magiques de réflexologie dont nous avons parlé plus tôt. Si tu cherches des techniques efficaces pour te réveiller et être super concentré dès le matin, ces exercices sont pour toi. Tu peux passer 25 secondes sur chaque exercice ou en augmenter la durée si tu le souhaites. La réflexologie palmaire a un effet immédiat sur ton cerveau.
On commence par un petit échauffement. Mets tes mains en face de toi ou pose-les sur une table. Lève le pouce de la main gauche et le petit doigt de la main droite. Maintenant, remets tes doigts à leur place et fais l'inverse. Lève le petit doigt de la main gauche et le pouce de la main droite. Alterne ces deux mouvements en augmentant peu à peu la vitesse. Cet exercice renforce la synchronisation entre les deux parties de ton cerveau et améliore la concentration. Alors, tu arrives à faire le mouvement combien de fois sans te tromper? Ne t'inquiète pas, plus tu le fais, plus ce sera facile. Ouvre doucement tes mains et colle tes paumes entre elles. Croise tes doigts comme s'ils se faisaient la bise. Pars du pouce. Une fois que tu arrives au petit doigt, repars dans l'autre sens et continue. Dès que ton cerveau s'habitue à cet exercice, augmente la vitesse. Tu peux compliquer la tâche au fur et à mesure. Essaie de croiser les doigts deux par deux. Si tu es vraiment un champion, tu peux essayer de croiser deux doigts à la fois, mais un doigt sur deux. Le petit doigt et le majeur, l'annulaire avec l'index, et ainsi de suite. Tu peux aussi jouer à pierre, feuille, ciseaux avec toi-même. Dans un premier temps, fais gagner ta main dominante. Ensuite, fais gagner ton autre main. Non seulement tu gagnes tout le temps, mais en plus, tu fais rajeunir tes neurones. Voici une façon simple de stimuler ton hypophyse. Il s'agit d'une petite glande qui sécrète les hormones responsables de beaucoup de fonctions du corps. Son dysfonctionnement peut causer de la fatigue ou un manque d'énergie, ainsi que des problèmes d'appétit. Elle se situe juste au-dessus de ton sinus sphénoïdal. Comme tu peux le voir, tes sinus paranasaux, qui incluent le sinus frontal, les sinus ethmoïdaux et le sinus maxillaire, sont connectés. Pour entraîner cette zone au quotidien, tu peux utiliser cette simple technique en 2 étapes. La première étape dure 20 secondes. Tu dois simplement stimuler le centre de ton pouce en le pinçant. Utilise ton index et ton pouce de la main opposée pour pincer tour à tour tes 2 pouces. Mets ton index sur le bout de ton doigt et ton pouce au centre de l'ongle, comme ceci. Pince et relâche pendant une vingtaine de secondes. Certaines personnes commenceront à sentir des changements au niveau du nez. Dernière étape, avec les mêmes doigts, pince l'ongle sur les côtés. Tu peux pincer l'ongle pendant 30 secondes minimum et 1 minute maximum. Tu devrais commencer à sentir des changements au niveau de ton nez. Cette zone va s'ouvrir et tu devrais mieux respirer. Les effets de cet exercice sont différents selon les gens. Certaines personnes vont se sentir plus lucides et concentrées. D'autres vont mieux respirer, se sentiront pleines d'énergie et d'inspiration. Certaines personnes vont bâiller, mais elles se sentiront plus fraîches. Si tu ne sens rien la première fois, ne te décourage pas. Répète l'exercice plusieurs fois le lendemain. Ta main dominante n'a aucune importance. Tu peux le faire des 2 côtés. Il existe de nombreux exercices de type ciseaux pour les doigts, parce qu'ils t'aident à synchroniser les 2 parties de ton cerveau. C'est parti! Tends ta main droite et ferme ton poing. Ensuite, lève le pouce, croise ton index et ton majeur et fais le signe de la paix à la suite. Répète cet exercice le plus vite possible pendant quelques secondes. Fais la même chose avec l'autre main. Dès que ton cerveau a bien figé les mouvements, fais-le avec les 2 mains en même temps. Voici une variante. Lève les mains en face de toi. Tes mains devraient être à la hauteur de tes épaules. Écarte et resserre tes doigts comme si c'était des ciseaux. Répète ces exercices le plus vite possible pendant une durée minimum de 30 secondes jusqu'à une durée maximum de plusieurs minutes. Plus tu fais cet exercice, plus ton cerveau va s'activer. Il se peut qu'à un moment, tu ne sentes plus tes doigts, mais il s'agit d'une sensation temporaire. Si tu ne l'abandonnes pas, tu te sentiras beaucoup plus frais et reposé. Pour le prochain exercice, on va utiliser les doigts et les bras. Assure-toi d'avoir assez d'espace autour de toi. Lève tes bras en face de toi, parallèles au sol. Lève une de tes mains à 90 degrés. Ferme le poing de l'autre main. Fais l'inverse. Lève l'autre main à 90 degrés et ferme ton autre poing. Prends ton temps et augmente la vitesse au fur et à mesure. Attention à tes épaules et à tes poignets. Ils doivent rester immobiles.
Les mains ne devraient pas faire n'importe quel mouvement. C'est assez difficile de faire l'exercice correctement dès le départ. Tu peux t'entraîner à faire les mouvements séparément. Travaille d'abord avec le bras droit, comme ceci, et entraîne-toi ensuite avec le bras gauche. Dès que tu connaîtras les mouvements séparément, tu pourras les faire doucement avec les deux bras. C'est une bonne façon d'améliorer la concentration. Le prochain exercice sert à la même chose. Lève les mains devant toi avec les paumes face à face. Fais tourner un bras dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre bras dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Continue l'exercice pendant 1 minute environ, puis change le sens de rotation des bras. Si tu ne parviens pas à le faire du premier coup, entraîne-toi avec les bras un par un. Exercice suivant. Dessine des cercles dans le vide avec ta main gauche. Commence à dessiner des triangles avec ta main droite. Essaie d'en dessiner le plus possible sans te tromper. Continue pendant 1 minute environ, puis fais l'inverse. Tape ton poing droit sur la partie droite de ton buste pendant que tu frottes la partie gauche de ton buste avec la main gauche. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Dans 1 minute, inverse les rôles de tes mains. Tu remarqueras peut-être que c'est plus simple d'un côté que de l'autre. Malaxe tes oreilles en partant du lobe. Refais la même chose dans le sens opposé. Tes oreilles et ton cerveau sont connectés. C'est pour cela que si tu masses tes oreilles, en particulier le lobe, tu augmentes la circulation dans le cerveau. Un point précis au centre du lobe est lié à la vue. Si tu le masses ou le pinces très fort, tu remarqueras peut-être des améliorations au niveau de la vision. Maintenant, on passe aux pieds. Selon la réflexologie, les bouts de tes orteils sont connectés directement à la tête et à ton cerveau. C'est bien utile donc d'étirer tes orteils pendant quelques minutes chaque jour. Assieds-toi par terre ou sur une chaise. Tu dois être confortable. Masse ton coup de pied et ta voûte plantaire pendant environ 30 secondes avec tes deux mains. Passe maintenant à tes orteils. Prends le temps de masser et de pincer les ongles un à un. Utilise ton poing pour masser ta plante de pied. Le poing est plus efficace pour relâcher les tensions. Serre le poing de ta main et presse doucement sur la plante de ton pied, comme si tu pétrissais une pâte à pain. Déplace ton poing le long du pied. Tu peux utiliser une balle de tennis ou une pomme bien ferme, la placer par terre et la faire rouler avec la plante des pieds un par un. Malgré toutes nos différences, nous avons une chose en commun. En effet, nous nous sentons tous vivants et percevons activement le présent à ce moment précis. Mais voilà le hic, mes amis. Notre sentiment du maintenant est en fait un peu retardé. Il faut environ une demi-seconde à notre cerveau pour traduire les informations dans notre conscience. Si l'on y réfléchit bien, techniquement, l'avenir est déjà là, mais nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Et ce n'est pas tout. Chacun de nos sens perçoit les informations à sa manière et à son rythme, et notre cerveau doit donc en ralentir certains afin que nous ayons une impression homogène du présent. C'est comme s'il fabriquait un monstre de Frankenstein d'informations sensorielles en temps réel, qui plus est en faisant en sorte que ce « soit joli. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Des chercheurs ont découvert qu'il était possible d'altérer cette perception. Lorsque qu'on supprime ce retard, notre cerveau s'embrouille et nous donne l'impression que l'effet se produit avant la cause. Comme si vous perceviez le son de la sonnette avant d'avoir appuyé sur le bouton. Bizarre, pas vrai? Pourquoi notre cerveau se laisse-t-il si facilement berner? Eh bien, c'est parce que notre conscience a pas mal de choses à faire. Nous devons traduire le monde qui nous entoure, réfléchir à ce qui pourrait se produire dans un avenir proche et déterminer la marche à suivre. Tout cela prend du temps, ce qui n'est pas idéal quand on est confronté à un danger imminent. Imaginez qu'un animal sauvage et dangereux se jette sur vous. Si vous deviez réfléchir consciemment avant de réagir, vous seriez fichu. Par chance, notre cerveau dispose de kits de réaction d'urgence qui se manifestent lorsque nous en avons le plus besoin. Un bruit ou un mouvement soudain déclenche le plus rapide, le réflexe de sursaut. Nos muscles réagissent en l'espace de 5 millisecondes. Vous êtes sur le qui-vive avant même de vous en rendre compte. Si nous disposons de quelques millisecondes de plus, notre réaction sera plus complexe. L'amygdale, où sont traitées en premier lieu nos émotions,
met environ 12 millisecondes pour reconnaître une menace. Elle n'est pas super sophistiquée, mais elle peut facilement détecter un danger. En fait, certaines de nos meilleures actions sont réalisées sans prise de décision consciente. Tout ce que nous faisons en moins d'une demi-seconde, comme taper dans une balle ou capter le regard de quelqu'un, est fait automatiquement. Ainsi, bien que notre esprit conscient soit excellent pour la stratégie à long terme, nous n'avons pas toujours besoin de lui. Mais venons-en à la vraie question. Nous avons des pensées de toutes sortes. Chacun en fait l'expérience chaque jour. Faire un choix difficile en matière de carrière ou d'éducation demande beaucoup plus de réflexion que de choisir la garniture de sa glace. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était la vitesse de la pensée? Avons-nous besoin d'une Ferrari pour suivre notre cerveau? Ou pouvons-nous nous contenter d'une bicyclette? Des scientifiques se sont attaqués à cette question épineuse en mesurant la vitesse à laquelle nous prenons conscience des informations que nous recueillons par l'intermédiaire de nos sens. Apparemment, nous pouvons détecter des stimuli qui ne durent que 50 millisecondes, soit environ un vingtième de seconde. Pour étudier la question, prenons comme référence le sprinter qui réagit au coup de feu du départ. Cette réaction est fulgurante. Elle ne prend qu'environ 150 millisecondes. Cependant, nos voies nerveuses peuvent ralentir nos pensées. Autrefois, les scientifiques estimaient que les informations voyagèrent sur nos nerfs à la vitesse de 35 mètres par seconde. Mais grâce aux instruments modernes, nous savons aujourd'hui que sur certains nerfs isolés, l'information peut se déplacer à une vitesse de 120 mètres par seconde. Seules les voitures les plus rapides au monde peuvent égaler cette incroyable prouesse. En d'autres termes, la pensée est plutôt rapide. Mais détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète olympique pour suivre votre cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé combien de pensées vous avez en une seule journée? Cette question compte aussi comme une pensée. Mais attention, c'est plus que vous ne le croyez. Entre le moment où vous vous réveillez et celui où vous vous endormez, et peut-être même après, votre cerveau produit des pensées en permanence. Certaines de ces pensées sont simples, comme « je dois faire la lessive » ou « il faut que j'appelle ma mère ». D'autres sont plus complexes, comme « quel est le sens de la vie ?» ou « qu'est-ce que l'amour ?» Croyez-le ou non, une étude menée en 2020 a révélé que nous avons en moyenne plus de 6000 pensées par jour. Ça fait beaucoup. Les chercheurs se sont servis de scanners cérébraux afin de déterminer le moment où de nouvelles pensées apparaissaient pendant que les participants se reposaient ou regardaient un film. Mais toutes les pensées ne naissent pas égales. Certaines peuvent nous rendre heureux et enthousiastes, d'autres nous déprimer ou nous inquiéter. La plupart des gens ont du mal à se défaire de leurs pensées négatives. Par ailleurs, saviez-vous que votre personnalité peut influer sur le nombre de vos pensées? Les personnes nerveuses ont tendance à avoir plus de pensées que les personnes calmes. Mais ne vous inquiétez pas, avoir un cerveau bruyant ne signifie pas forcément que quelque chose ne va pas chez vous. Parfois, notre cerveau peut même produire des pensées intrusives qui nous dérangent ou nous bouleversent. Il est naturel d'avoir ce genre de pensées de temps en temps, mais si elles sont fréquentes et perturbent votre quotidien, il peut être utile d'en parler à un professionnel. D'où viennent donc toutes ces pensées? Les cellules nerveuses de notre cerveau, ou neurones, sont chargées de communiquer avec d'autres cellules en générant des neurotransmetteurs. Cela déclenche une réaction en chaîne. Et c'est ainsi que naissent nos pensées. Mais est-il possible de changer ses propres pensées? Bien sûr. Des techniques telles que la méthode de pleine conscience et l'assistance d'un spécialiste peuvent nous aider à éliminer les pensées indésirables et à retrouver un état d'esprit plus serein. Notre cerveau fonctionne un peu comme nos muscles moteurs. Nous pouvons l'entraîner pour améliorer notre vie, dans une certaine mesure. En somme, ce n'est pas le nombre de pensées qui compte, mais la façon dont elles nous affectent et ceux qui en découlent. Et puisqu'on parle des choses bizarres que le cerveau peut faire, une nouvelle époustouflante vient de surprendre la communauté scientifique. Des chercheurs ont découvert d'étranges ondes cérébrales chez les pieuvres. Oui, vous avez bien entendu. Cieuses créatures à 8 bras émettent un type d'onde que nous n'avions jamais rencontré dans le règne animal. Je parie que vous êtes en train d'imaginer des poulpes dans un laboratoire, coiffés de petits bonnets de douche à électrodes. Je vais vous expliquer comment cette découverte a été faite.
Des scientifiques ont attaché de minuscules électrodes sur le cerveau de pieuvres en liberté afin de se faire une idée de leur processus de pensée. Ce projet étonnant a permis d'enregistrer pour la première fois les ondes cérébrales de ces animaux, et les résultats sont stupéfiants. Ils ont découvert que certaines de ces ondes ressemblaient beaucoup à celles que l'on trouve dans le centre de la mémoire humaine. Cela suggère que nous pourrions nous trouver devant un cas de convergence évolutive. De quoi s'agit-il ? C'est lorsque deux animaux différents présentent des traits similaires, bien qu'ils n'aient pas d'ancêtres communs récents. Un autre exemple de convergence évolutive est celui des dauphins et des chauves-souris. Ils utilisent tous deux les sons pour se repérer dans l'espace, bien que leurs environnements soient extrêmement différents. Les pieuvres fascinent les scientifiques et le public en général. Elles possèdent une mémoire remarquable, une faculté de camouflage absolument époustouflante. On sait qu'elles utilisent des objets pour résoudre des problèmes, et même qu'elles rêvent. Oui, vous avez bien entendu. Ces ondulations de couleurs que l'on peut voir sur leur peau lorsqu'elles dorment nous suggèrent qu'elles rêvent peut-être comme nous. Cependant, les pieuvres sont très difficiles à étudier. Comme elles peuvent atteindre toutes les parties de leur corps avec leurs tentacules, elles n'ont aucun mal à retirer le matériel de suivi que les scientifiques placent sur elles pour les étudier. Nous avons tous des odeurs naturelles, mais nous avons tendance à les masquer derrière les dernières avancées de la chimie. Mais parfois, nous remarquons que certaines personnes n'ont pas pris la peine de les cacher, ou qu'elles ne l'ont pas fait correctement, si bien que tout le monde autour d'elles est obligé d'inhaler leurs odeurs sans le vouloir. Et si cette personne qui empeste était toi, eh bien, ça pue. Oui, nous avons tous une mauvaise odeur, parfois sans même nous en rendre compte. C'est ce que les scientifiques appellent la fatigue olfactive. Et, en fait, c'est plutôt une bonne chose. Je veux dire, c'est bien mieux que ce que l'on pourrait croire. Lorsque nous devons sentir très souvent quelque chose, nos sens s'en lassent en quelque sorte. Ainsi, pour être alerte lorsqu'il s'agit d'attraper de nouvelles odeurs, ils renoncent tout simplement à détecter et à envoyer des signaux concernant des odeurs familières qui nous sont parfaitement connues. Par conséquent, il arrive que tu ne te rendes pas compte que tes aisselles commencent à puer, juste pour pouvoir reconnaître que quelque chose d'autre empeste. Notre cerveau perçoit les odeurs comme des signaux. Si quelque chose sent bon, c'est le signe qu'il faut s'approcher de cet objet, comme ces délicieux petits pains à la cannelle. De même, nous recevons des signaux nous indiquant qu'il ne faut pas s'approcher de quelque chose qui pue, comme cette grande poubelle. Elle empeste, et il est possible aussi qu'elle contienne des rats et des milliards de microbes. Nous détectons l'odeur et choisissons de nous en éloigner. Sans la fatigue olfactive, nous n'aurions pas été capables de détecter aussi rapidement certains objets dangereux. Ce phénomène explique également pourquoi, parfois, tu ne sens pas ton propre parfum. Tu as passé quelques heures à le choisir, tu l'as payé $100, et tout ça pour rien? Si tu ne sens pas ton parfum, c'est que tu as fait un bon choix. La fatigue olfactive s'est manifestée simplement parce que ton cerveau ne perçoit pas ce parfum comme quelque chose de dangereux. À l'inverse, si tu portes de l'eau de Cologne et que tu la sens clairement, c'est le signe qu'elle ne te convient pas. Après tout, le parfum n'est qu'une partie de ton image, et il sert principalement à faire impression sur les autres personnes qui t'entourent. Tu dois te sentir bien en le portant. Imagine que tu portes des chaussures que tu peux sentir la pression sur tes pieds. Je parie que cela signifie que cette paire n'est pas du tout confortable. Il en va de même pour les parfums. S'il te correspond, tu ne le sens pas. En d'autres termes, on peut parler d'adaptation olfactive. Mais ton nez n'est pas le seul à pouvoir t'induire en erreur. Tes yeux aussi peuvent te mentir. Tu as probablement déjà vu ces TikTok où le son est le même, mais où il y a 2 mots à l'écran. Et tu finis par entendre le mot exact que tu es en train de lire. Le fait est que notre vision est le plus dominant de tous nos sens. Elle peut créer de nombreuses illusions, y compris sonores. L'astuce des vidéos TikTok a un nom scientifique. Il s'agit de l'effet McGurk. Le plus drôle, c'est que même si tu comprends parfaitement ce qui se passe, tu n'arrives pas à ajuster tes oreilles et à entendre le bon son. Un autre tour que peut nous jouer notre cerveau consiste à effacer des objets. Ce qu'on appelle la cécité induite par le mouvement. Cette dernière concerne particulièrement les conducteurs. Le fait est que nous recevons trop d'informations du monde. Et notre cerveau, qui n'est pas si grand que cela, se fatigue à analyser ce que nous voyons. Il choisit donc d'éliminer les éléments inutiles que nous percevons inconsciemment tous les jours. Regarde cette illusion d'optique. Fixe le point vert clignotant au centre pendant environ 10 secondes.
Tu vois? Tu as cessé de voir les points jaunes à la périphérie. Cependant, la grille bleue est toujours là et tu peux la voir. À un moment donné, ton cerveau a cessé de prêter attention aux points jaunes parce qu'ils ne bougent pas et qu'il les a considérés comme peu importants. Il en va de même pour les autoroutes monotones. Certaines choses peuvent te sembler immobiles, mais c'est uniquement parce que tu te déplaces. Donc, chaque fois que tu conduis, essaie de te concentrer le plus possible. D'ailleurs, la situation est encore pire pour les pilotes, car le vol est assez monotone. Il n'y a que les nuages. On leur apprend donc à scruter l'horizon en permanence et à ne pas fixer quelque chose plus de quelques secondes. Prochaine illusion. Et cette fois, ce sont encore nos yeux qui nous induisent en erreur. En effet, ils sont en quelque sorte responsables de la façon dont nous percevons le goût des aliments. Et cela va bien au-delà du simple « ça m'a l'air appétissant » et du « je ne vais pas le manger parce que ça a l'air dégueulasse ». De nombreuses expériences ont été menées avec des groupes de discussion pour essayer de comprendre comment la couleur des assiettes, des tasses et de la nourriture elle-même pouvait influencer la perception du goût. Par exemple, une étude a prouvé que les boissons de couleur froide comme le bleu et le vert étaient considérées comme les boissons les plus désaltérantes. En revanche, si une boisson est de couleur chaude, comme le rouge ou le jaune, elle semble moins bien étancher la soif. Une autre expérience a montré que les gens considéraient que le chocolat chaud avait une saveur plus chocolatée lorsqu'il était servi dans une tasse de couleur crème ou orange. Et juste un conseil, la prochaine fois que tu voudras manger des fraises, serre-les dans une assiette blanche, car elles auront d'un goût plus sucré pour toi. Évite les assiettes noires, sauf si tu veux gâcher le goût des baies. Lorsqu'il s'agit de goûter des aliments, il n'y a pas que les yeux pour te tromper, mais aussi tes oreilles. Les scientifiques ont même trouvé le volume de musique idéal pour servir les plats dans les restaurants. Il doit se situer entre 62 et 67 décibels, ni plus ni moins. C'est le niveau auquel se déroulent les conversations humaines. Si le volume de la musique est correct, la nourriture servie semblera plus agréable aux clients. Alors, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des restaurants bruyants où je ne peux pas entendre quelqu'un qui se trouve à 2 pieds de moi? Pardonnez-moi de m'être emporté. L'illusion que je vais te raconter peut sembler folle, mais elle est vraie. Il nous arrive d'oublier où se trouvent nos membres. Cela se produit lorsque notre sens du toucher nous trompe. Ce phénomène est également connu sous le nom d'illusion de la main en caoutchouc. Voyons comment cela fonctionne. Il s'agit de placer l'un des bras d'une personne hors de sa vue et une main en caoutchouc devant elle pour qu'elle puisse la voir. Ensuite, l'expérimentateur touche les doigts de la personne et, en même temps, il répète les mêmes gestes sur le bras en caoutchouc. La manière de toucher n'a pas vraiment d'importance, l'essentiel étant le synchronisme. Par exemple, les expériences filmées montrent parfois des coups de pinceau, mais tu peux simplement utiliser tes doigts. L'expérimentateur doit toucher la main réelle et la main en caoutchouc exactement en même temps pendant quelques minutes. Ensuite, la personne dont le bras a été utilisé, et non l'expérimentateur, doit fermer les yeux et montrer son deuxième bras avec son bras libre. Les études ont montré que la personne a tendance à pointer le bras en caoutchouc les yeux fermés, reconnaissant inconsciemment qu'il s'agit de son propre bras. Et parfois, il y a des choses que nous voyons mais qui ne sont pas réelles, comme ce crayon dans le verre d'eau. Il nous semble en quelque sorte cassé, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une réfraction qui fait que nos yeux voient une image déformée. Maintenant, regarde ces deux objets. Voici un ours en peluche et une barre de métal. Qu'est-ce qui est le plus froid, à ton avis ? Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la barre de métal. Et même si nous devions toucher ces deux objets, nous sentirions que la barre de métal est plus froide. Même s'il s'agit d'une expérience et que les deux ont la même température. Le fait est que la barre semble plus froide parce que le métal est un conducteur thermique. Elle parvient à faire baisser la température de ta main plus rapidement qu'un ours en peluche. À l'inverse, l'ours en peluche est un isolant thermique qui maintient la température. Ton cerveau s'est donc fait piéger et a réagi à la température de ta main, et non à celle de la barre de métal. Il semble que notre cerveau soit un gros menteur et qu'il fasse mentir nos sens. Mais tu sais, ce sont des mensonges blancs qui nous aident à mieux vivre. Avoir un coup de foudre, avoir des papillons dans le ventre, en pincer pour quelqu'un, ce ne sont que quelques façons de dire qu'on est en train de tomber amoureux. Un sentiment si bouleversant qu'il fait battre notre cœur plus vite et que nos mains deviennent moites. Et même si on pense que l'amour est quelque chose qui se passe dans notre cœur, en réalité, il se passe dans notre cerveau. Voici Sarah.
nous allons la suivre pour comprendre comment fonctionne la science de l'amour dans le cerveau. Elle va à son premier rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré sur une appli de rencontre. Elle a passé toute la soirée à hésiter sur sa tenue. Et quand le moment est enfin venu de rencontrer son cavalier, elle se sent prise de vertige et a des picotements dans le ventre. La plupart d'entre nous peuvent s'identifier à ces sensations, que les psychologues regroupent sous le terme d'anticipation. La science explique que c'est dû au fait que notre cerveau libère une grande quantité de cortisol, également connu sous le nom d'hormone du stress. La libération de cortisol nous fait entrer dans un mode de combat ou de fuite. Ce qui signifie que si le match de Sarah a 20 minutes de retard et qu'il n'envoie pas de SMS d'explication, elle va probablement quitter le restaurant aussi vite que possible. Le dating peut être difficile à traiter par notre système car il est très incertain. Tom va-t-il plaire à Sarah? Ils risquent tous les deux quelque chose en étant là. Mais comme le risque est souvent récompensé, tomber amoureux stimule une autre partie de notre cerveau. Cette partie est connue sous le nom de zone de récompense et de compensation, ou aire tegmentale ventrale, ou ATV. Lorsque l'ATV est stimulée, on se sent motivé et satisfait. On stimule l'ATV notamment lorsqu'on mange quelque chose de sucré ou lorsqu'on étanche sa soif. Mais il y a un revers de la médaille. Il s'avère que Tom ne s'est pas présenté au rendez-vous et Sarah s'est sentie rejetée. Dans ce cas, l'ATV est aussi stimulée. Cette partie du cerveau est responsable de nos envies. Et tu sais ce qu'on dit? On veut toujours ce qu'on ne peut pas obtenir. Alors, Sarah essaie à nouveau. Elle va à un autre rendez-vous et rencontre David. Et il s'avère qu'ils sont compatibles. Après quelques rendez-vous, Sarah ne pense plus qu'à David. Elle pense à lui pendant plus de 80% de son temps d'éveil. Et c'est tout à fait normal. Selon la neuroscientifique comportementale Dr Sandra Langeslag, les personnes en phase d'amour précoce peuvent penser à l'être aimé jusqu'à 90% de leur temps. Donc oui, tomber amoureux est comme une obsession. Et cette obsession est intensifiée lorsque l'ATV libère le neurotransmetteur sensation de bien-être, connu sous le nom de dopamine. On ne se lasse pas de la dopamine. À ce moment-là, Sarah commence à se sentir euphorique et encore plus attirée par David. Tout ce qui le concerne lui plaît, et pendant un instant, elle croit avoir trouvé l'homme parfait. Les raisons pour lesquelles Sarah et David craquent l'un pour l'autre peuvent aussi être expliquées par la chimie du cerveau. L'une des raisons peut être ce qu'on appelle les phéromones. Les deux parties peuvent capter les phéromones de l'autre, qui sont des signaux chimiques naturels qui transmettent des informations génétiques ou même physiques. En gros, leurs cerveaux comprennent que leur génétique va bien ensemble, ce qui intensifie la production d'œstrogènes dans le cas de Sarah et de testostérone dans le cas de David. À ce stade, ils ont tous les deux tendance à considérer l'autre comme parfait. La phase d'engouement aveugle se produit parce que la partie du cerveau qui fonctionne s'exprime plus fort que le cortex préfrontal, qui héberge la pensée critique. On ne peut donc littéralement pas critiquer l'objet de notre désir. Mais ça ne va pas durer éternellement. Avec le temps, Sarah et David commencent à partager des secrets intimes et même une routine quotidienne. Ils entrent dans une nouvelle phase de leur relation, connue sous le nom d'attachement ou d'amour compassionnel. À ce stade, leur cerveau commence à libérer de l'ocytocine et de la vasopressine, connues sous le nom d'hormones d'attachement du couple. Elles signalent la confiance, le sentiment de soutien et l'attachement. Les deux se sentent plus en sécurité dans la relation et ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre pour construire un avenir heureux ensemble. En ce sens, l'amour romantique est similaire à d'autres formes d'amour, car ces hormones aident aussi à lier les familles et les amitiés. Mais voici un curieux effet secondaire de la libération d'ocytocine. Sarah vit des moments difficiles à son travail depuis que son entreprise a décidé de réduire son personnel de moitié. Tout le monde a peur d'être licencié et le niveau de stress monte en flèche. Mais Sarah parvient à garder son stress sous contrôle. Le fait qu'elle soit dans une relation engagée à long terme l'aide à se sentir plus détendue. Et elle doit tout cela à la libération constante d'ocytocine par son cerveau. Une étude de 2019 a montré que de forts liens d'amour romantiques peuvent rendre les épreuves plus tolérables. On a demandé à 102 participants de plonger leurs mains dans de l'eau glacée pendant quelques minutes. Et parmi ces participants, ceux qui étaient dans des relations engagées semblaient ressentir moins de stress ou de douleur, même ceux dont le partenaire n'était pas à leur côté pendant l'expérience.
Il leur suffisait de se fier à une image mentale de leur partenaire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. D'autres choses bizarres peuvent se produire lorsque tu es amoureux, comme la télépathie par exemple. C'est très sérieux. Les chercheurs appellent ça la synchronisation neuronale, ce qui signifie que les couples ont tendance à partager des schémas de pensée similaires. Le professeur Zoe Donaldson, qui a mené l'étude, affirme que plus un couple est connecté, plus il peut faire preuve de synchronisation neuronale. Une autre étude a révélé que les couples peuvent même synchroniser leurs battements de cœur lorsqu'ils dorment côte à côte. Les humains ne sont pas les seuls à pouvoir tomber amoureux et à vivre les choses dont nous avons parlé. Il est prouvé que certains animaux ressentent des liens d'attachement les uns envers les autres. Par exemple, les albatros reviennent toute leur vie avec le même partenaire. Ils migrent tous les ans, mais reviennent toujours à un endroit précis où ils se retrouvent avec leur bien-aimé. Maintenant, il est normal qu'avec le temps, la phase d'engouement s'estompe et que le cortex préfrontal puisse enfin faire son travail. Le jugement et l'esprit critique surgissent à nouveau et les deux parties commencent à voir les défauts de l'autre. Sarah n'aime pas la façon dont David laisse toujours ses chaussettes éparpillées dans l'appartement. Et David pense que Sarah regarde trop Netflix. Le problème, c'est que parfois, ces petites choses deviennent trop importantes et les relations peuvent tout simplement prendre fin. De façon assez surprenante, les ruptures sont aussi gérées par le cerveau. Bien que Sarah pense avoir fait le bon choix en se séparant de David, elle ressent quelque chose proche de la douleur physique. C'est parce que les peines de cœur activent le cortex insulaire, une région du cerveau qui gère la douleur. Mais le cortex insulaire ne distingue pas la douleur émotionnelle de la douleur physique. Ainsi, un chagrin d'amour peut faire aussi mal qu'une entorse à la cheville. Au fil des jours, Sarah se surprend à rêvasser à l'idée de recontacter David. En rangeant sa maison, elle a trouvé certaines des choses que David a oublié d'emporter avec lui. Parfois, l'envie de le contacter semble irrépressible, comme une faim ou une soif extrême. Cela se produit parce que l'ATV est de nouveau activé, le centre de motivation et de récompense qui alimente les sentiments de désir. La même partie du cerveau qui a été activée au début de leur histoire ensemble. Ce tourbillon émotionnel active également le système d'alarme du corps de Sarah, l'axe du stress. Et comme elle produit maintenant moins d'ocytocine, il peut lui sembler difficile de gérer tout ce qu'elle ressent. Mais tout ça va s'arranger. Avec le temps, la région corticale supérieure est activée. Cette zone est chargée de superviser la raison et le contrôle des impulsions. Elle freine ses envies irrationnelles. Ainsi, l'envie d'envoyer un SMS à David s'estompe lentement. Ce n'est pas la première rupture de Sarah, et elle sait qu'elle s'en remettra avec le temps. Quand elle était plus jeune, à l'adolescence, il lui était beaucoup plus difficile de se remettre d'une rupture. C'est parce que la région corticale supérieure était encore en cours de maturation. Les adolescents ont donc tendance à avoir moins de mécanismes de contrôle de soi dans ce genre de situation. Très bientôt, Sarah aura envie de rencontrer quelqu'un à nouveau. Et une fois de plus, elle montera à bord de ces montagnes russes qu'on appelle communément l'amour.